Salut l'équipe, dernier volet de notre saga sur les meilleurs joueurs de l'histoire. On a fait donc les postes de pivot, le poste numéro 4, le poste numéro 3, le poste numéro 2. Et donc, il ne faut pas avoir fait maths sup pour savoir qu'on va finir avec les meneurs. Et pour cette dernière sur les meilleurs joueurs par poste, on s'est dit qu'on a invité un mec qui connaît plutôt pas mal le poste, qui a pas mal bourlingué, comme on dit dans le monde du basket. Tony Parker, rien que ça que tu es avec nous. Merci Tony d'être là. Merci de m'inviter. Alors, on aurait pu faire un débat sur les meilleurs joueurs de Roland Garros avec leurs meilleurs services, parce que maintenant, on sait que tu joues au tennis, c'est ce que tu nous as confié tout à l'heure, et que tu avais défié Steph, mais on est bien là pour parler des meneurs de jeu. On fera une autre émission sur le tennis. D'abord, je vais jouer contre Mister Brun, après on verra après. Parfait. Le tennis qu'on n'a pas encore développé sur la First Team, mais qui pourrait être un nouveau sport à développer avec nous, comme d'habitude. Nicolas Batum. Salut Nico. Ah. Ça va très bien. Thomas Dufort, peinard à Anglette avec le beau soleil bleu, le beau ciel bleu. Il fait 25 degrés, j'ai de la chance, on est dehors, tout va bien. Super. Maillot adapté. Maillot adapté, exactement. Absolument. Je suis le seul d'ailleurs à être en bretelle. Je suis le seul. Merci les gars. Et Stephen Brun qui est déjà énervé parce qu'il s'est fait défier par Tony Parker au tennis et tu es déjà très chaud d'en découdre. Bah, pas énervé en fait, un petit peu. J'ai quelques regrets parce que je crois que je vais ternir l'image de Tony Parker au niveau sportif quand on va jouer au tennis. Et en plus, j'ai mis le maillot de Arthur Ashe. Arthur Ashe, tout le monde connaît Arthur Ashe, hein, grand joueur de tennis. Donc voilà, et la casquette de Lasvel, champion en 2019, pour faire une petite totote à Tipeee. Voilà. Justement, avant de commencer sur les meilleurs meneurs, Tony, on va un petit peu sur ton actu parce que toi, malgré le confinement, bah, tu bosses. On a vu, tu t'es exprimé sur la suite, ou pas d'ailleurs, du championnat de France donc de Jeep Elite. Pour toi, ça devrait s'arrêter net. Bah, vu tout ce qui se passe dans le monde entier, et on vit la plus grosse crise sanitaire de l'histoire, une des plus grosses crises de l'humanité tout simplement, pour moi, ça me semble logique. Après, je sais que c'est une décision très difficile, il y a beaucoup d'enjeux pour la Ligue et pas mal de clubs, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de clubs qui aimeraient se préparer dès maintenant pour l'année prochaine et voir comment on peut se préparer au mieux. Donc, c'est clair que ce n'est pas une décision à prendre à la légère, mais je pense que la décision la plus logique, c'est d'annuler la saison. Tu es en échange un peu avec la Ligue, tu as été sondé, toi, pour ça? Oui, bien sûr, hein, bien sûr. J'ai déjà discuté avec tout le monde, la fédération, la Ligue, les présidents. C'est une décision, c'est clair que tout le monde donne son avis. Comme je l'ai dit juste avant, c'est une décision qui est pas facile. En plus, je suis sur les deux parce que je parle avec les présidents garçons et les présidents filles. Et donc, c'est vrai que c'est une grosse décision. C'est des gros enjeux pour le basket français. Mais s'il y a un truc qu'on ne peut pas genre mettre en question, c'est que moi, j'essaierai de tout faire pour que le basket français vive le plus longtemps possible. C'est pour ça, avec Nico, on a autant investi. C'est pour que le basket français soit le plus haut possible et au plus haut niveau européen. Et donc, on essaiera de prendre les décisions, on va dire, en fonction de ça. Steph, toi, qui commente de manière hebdomadaire la Jeep Elite, qu'est-ce que tu prônes, toi, comme solution? Prône, tu sais, moi, je crois que même à la Ligue, je crois qu'on ne se fait pas beaucoup d'illusions sur la suite de la saison. Maintenant, moi, j'aurais tendance à comprendre pour l'instant la décision de la Ligue de temporiser et de ne pas prendre de décision ferme et définitive parce qu'on n'a aucune visibilité dans le temps. On ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir de nouveau être libre, de nouveau pouvoir jouer. Donc, je me dis, s'ils annoncent maintenant qu'on arrête tout et que dans 3 semaines, un mois et demi, finalement, on peut rejouer, il y a peut-être une fenêtre de tir pour finir le championnat, on aurait un petit peu l'air con, mais je crois qu'ils ne se font pas d'illusions. Ça leur permet aussi de faire en sorte de quelle modalité faire si on arrête la saison, qui monte, qui descend, pas de montée, pas de descente, de se protéger juridiquement aussi parce qu'il y a peut-être des clubs qui vont s'estimer lésés et qui vont peut-être pouvoir aussi attaquer la Ligue nationale de basket, de plancher sur un nouveau calendrier. Voilà, plein de choses, mais je crois qu'on ne se fait pas énormément d'illusions sur la suite à donner de la saison. Bien sûr qu'on aimerait que ça reprenne, j'aimerais commenter des matchs, Tony aimerait voir l'Asvel jouer et finir l'Euroleague, mais je crois que ce n'est pas parti pour. Okay, c'est pour ça, en plus, si je peux me permettre, que tu sais, quand tu donnes ton avis, c'est toujours difficile parce que tu as les clubs qui peuvent descendre, les clubs qui peuvent monter. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas dire que genre on était premier chez les garçons, premier chez les filles, finale de Coupe de France. On a investi énormément sur cette année-là. On faisait une super saison en Euroleague. Donc, on est les premiers à qui ça fait chier que tout s'arrête. Hein.
on est les premiers et nous aussi, on va perdre énormément d'argent, comme tout le monde, comme dans le monde entier. Maintenant, c'est comment on fait pour reprendre de la meilleure façon. Parce que c'est clair que ça va prendre au moins 2, 3, 4 ans on va dire, récupérer tout ça. Et c'est dommage pour le sport, mais c'est comme ça, hein, c'est la vie. Nico, toi, ton avis là-dessus sur la suite de cette saison? En France? Ouais. En France, non, c'est un peu ce qu'on a dit avec Tony. On en parle par rapport à l'ASBEL et c'est vrai qu'il faut trouver comme la meilleure solution possible. Parce que ce n'est pas forcément sportif, quoi. C'est vraiment côté humain. Donc, la meilleure solution possible pour tout le monde. Est-ce que le fait de reprendre, ce sera la meilleure solution pour tout le monde? Peut-être que non. Donc, il faut vraiment faire ça, faire le pour et le contre. Et pour l'instant, il y a beaucoup de contre. Donc, il faut juste voir la meilleure solution pour les gens, pour les fans, pour les joueurs, pour tout le monde, quoi. Sachant que si on reprend, les gens ont tendance à oublier, les gens qui regardent le basket, ils ont tendance à oublier que le jour où on dit on va reprendre, ben les joueurs, ils ne sont pas entraînés ensemble depuis 3 semaines, un mois, et qu'il va forcément falloir les remettre en rythme, travailler le collectif, et que pour avoir des matchs de qualité comme on a l'habitude de voir, ben, ça ne pourra pas se faire en 3 jours, quoi. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ce sera surtout le meilleur moyen pour que les joueurs se blessent, En plus. que les matchs ne soient pas de très bonne qualité. Tu peux pas demain reprendre ou dans un mois et demi reprendre les playoffs comme si de rien n'était. Oui, et Tu puis, es obligé de refaire une prépa, de refaire un training camp, de recréer une équipe. Donc, et puis, il y a la problématique du championnat de France des joueurs étrangers qui sont rentrés chez eux. Peut-être que le 20 juin, ils diront bah non, bah moi j'ai pas envie de revenir. Donc si tu rejoues, des équipes seront amputées de leurs meilleurs joueurs. Bref, le problème d'équité sportive aussi, mais on n'en est pas là encore. On verra ça. Très bien. Bon, on va parler de. Tony, je voulais aussi juste tourner sur un truc un peu plus positif. C'est Théo Malédon qui se présente à la draft. Alors, c'est bien, on va parler des meneurs. Il est meneur de jeu. Il se présente à la draft. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu l'as accompagné un petit peu dans sa démarche tout au long de la saison? Déjà, je suis très, très content pour lui. Quand tu vois Théo arriver à 12 ans à mes camps de basket et, et jouer comme un petit qui courait partout. Et là, maintenant, il met son nom à la draft. C'est incroyable d'avoir vu son évolution. Que ce soit moi ou Nico, on l'a vu jouer depuis qu'il est tout petit. Et je pense qu'on est fiers. On est fiers de lui, fiers pour sa famille. Il a une famille incroyable et je pense qu'il va faire une grande carrière. Il a vraiment une super mentalité. Il est vraiment passionné, il travaille dur et je pense qu'il a tous les outils pour réussir en NBA. Après, voilà, réussir en NBA, ça dépend de beaucoup de choses, hein. Ça dépend dans quelle équipe il va arriver, quelle franchise, les responsabilités qu'on va lui donner. Mais en tout cas, il est bien parti. Très bien. Nico, un petit mot sur Théo Malédon et son annonce à la draft. Ça va dépendre aussi, toujours comme le disait Tony, de bien tomber. Toi aussi, tu as été en échange avec lui toute la saison? Ça dépend de plusieurs facteurs. Moi, j'ai passé l'été avec lui l'année dernière, vraiment en équipe de France. On a quand même pas mal échangé par rapport à ça. Et voilà, c'est un gamin, même s'il est très jeune, qui est très, très mature. Voilà, il sait où il est très bien entouré, il a une très bonne famille qui le tient vraiment les pieds sur terre. Mais le gamin, pareil, il est prêt. Mentalement, il est dur, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il va faire. Maintenant, lui, de tomber dans la meilleure équipe possible, là, avec les meilleures chances de jouer, et il va bosser, il va y arriver. Il n'y a pas de problème avec ça. En tout cas, on suivra ça avec attention, puisque pour l'instant, la draft devrait quand même toujours se dérouler fin juin. Les gars, on est là quand même pour parler des meilleurs meneurs de l'histoire. Et comme d'habitude, avant d'aller sur notre top 15, 20, 30, 40, 100, peu importe, de toute façon, il n'y a pas de règles dans ces vidéos-là, j'aimerais un petit peu, comme on a l'habitude de faire, qu'on développe un petit peu le rôle du meneur de jeu, qui, comme beaucoup d'autres rôles au basket, s'est développé sur ces 15-20 dernières saisons. Et on va commencer avec on a la chance d'avoir 2 meneurs de jeu ici. On va commencer avec toi, Tony. Parlons un petit peu du rôle de meneur de jeu. Est-ce que toi, tu étais en 2000? Est-ce que sont aujourd'hui certains meneurs de jeu en NBA? Moi, je pense que le rôle, il évolue selon les besoins d'une équipe. C'est vrai que, on va dire, dans les années 60, 70, c'était très, il fallait organiser et tu étais plutôt un passeur. Après, tu as les meneurs qui font les deux, tu as les meneurs scoreurs qui sont arrivés dans les années 2000. Et maintenant, tous les meneurs, maintenant, ils scorent parce que maintenant, c'est beaucoup sur le tir à 3 points, beaucoup de pick and roll et il n'y a plus trop de pivots. En fait, c'est que des extérieurs, on va dire, entre guillemets, qui créent. Parce qu'à la base, c'était que le meneur qui créait. Maintenant, tout le monde peut créer. Tu as des ailiers qui créent, tu as des deuxièmes arrières qui créent. Et donc, maintenant, c'est vraiment selon les besoins de l'équipe et comment l'équipe elle est construite
Moi, quand je suis arrivé à San Antonio, j'étais plutôt un meneur très, très agressif qui voulait créer et plutôt scoreur. Et donc, comme Popovic, il me disait tout le temps, il me prenait John Stockton, il était là. Tony Parker, il est là et il voulait que je vienne au milieu et qu'on trouve un happy middle. Et donc, c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, que j'ai progressé, on va dire, sur ce côté-là du jeu pour arriver, on va dire, en apothéose en 2014 où on a peut-être joué un des plus beaux baskets de l'histoire de la NBA. Ce qu'on a pu voir d'ailleurs sur NBA TV, sur Beam, qui a remis des matchs de cette fameuse finale où évidemment on en parlait juste avant que tu arrives avec Thomas et Nico, de ce fameux collectif. Thomas, toi, le rôle de meneur aujourd'hui, Tony disait qu'il faut marquer aussi des points. C'est de plus en plus rare de voir des meneurs qui ne scorent pas, alors qu'on pouvait peut-être voir ça, comme le disait Tony, dans les années 60, 70, 80, des meneurs juste organisateurs. Aujourd'hui, un meneur qui ne score pas, c'est quand même assez rare. Bah, de toute manière, ça marche pour presque tous les postes, entre guillemets. Il y a peut-être que les pivots ou les ultra défensifs à qui on ne demande pas de scorer. Moi, ce que j'ai envie de mettre en avant sur le meneur de jeu, qu'il soit passeur, qu'il soit grand, qu'il soit défenseur, qu'il soit scoreur, c'est que dans tous les cas, c'est un général. Quel que soit son profil, dans une équipe qui gagne, il y a toujours un général. On peut faire toutes les équipes une par une, même une équipe de LeBron, même si c'est celle dans lesquelles il y a besoin le moins de meneurs de jeu. Tu as besoin quand même, à un moment donné, d'avoir un gars qui prenne la balle, qui dise hey, les gars, on se calme. Là, on a raté 3 actions de suite, 2 paires de balles en tribune, un airball à la Stojakovic. Ce que fait Russell Westbrook très souvent. Eh bien, regarde, justement, dans les équipes qui gagnent, c'est important de dire dans les équipes qui gagnent, puisque les équipes avec des très forts meneurs de jeu, scoreurs, mais qui n'ont pas cette mentalité qui parfois fait qu'il faut gérer ton équipe et le tempo de ton équipe, eh ben, ils ont du mal à aller au bout. Et Russell Westbrook, effectivement, c'est le meilleur exemple possible. Donc moi, ce que je mettrais en avant en premier, quel que soit le basket, que tu sois en troisième division de départ ou en NBA, il faut qu'à un moment donné, il y ait un mec à peu près sensé, intelligent, qui soit capable de gérer le tempo. Et en général, c'est le plus petit sur le terrain, c'est le meneur de jeu. Et le deuxième truc que j'aime bien avec les meneurs de jeu, c'est que même s'ils ne sont pas scoreurs, parfois le meneur doit scorer, c'est-à-dire que sur une action, 2 actions, 3 actions, dans un moment important, c'est à lui de faire la décision de créer pour lui ou pour les autres. Ça lui revient toujours à lui. Nico ? Non, moi, c'est ça. C'est un peu raison. L'évolution des meneurs de jeu est partie vraiment où tu pars de Bob Cousy à Westbrook. Donc, il y a quand même eu un passage entre-temps. Et c'est vrai que maintenant, on a vraiment des meneurs scoreurs, quoi. C'est vraiment souvent les meilleurs joueurs de leur équipe ou deux des pièces maîtresses de leur équipe maintenant dans le basket moderne. Après, tu as plus. On a eu ces Magic, c'est tout ce qui passait avec Maurice Cheeks dans les années 80, etc. Mais les années 90 et 2000, avec surtout la génération Anthony, Steve Nash, où les meneurs commençaient à prendre plus d'ampleur, où c'était vraiment, voilà quoi, ils peuvent tout faire, ils pouvaient vraiment tout faire. C'est devenu une norme en fait. C'est devenu une norme à partir des années 2000 dans toutes les équipes. Et je ne sais pas où ça va finir, que ça va évoluer. Mais voilà, c'est quand même un poste où il le faut pour gagner, quoi qu'il arrive. Steph, Pour rebondir sur ce que Nico il disait, c'était ça, moi, ma motivation. C'est je voulais pas que j'arrive à San Antonio, la star de meneur, c'était Avery Johnson. Et avec tout le respect que j'ai pour Avery Johnson, qui a fait une vraie carrière, je voulais faire plus que Avery Johnson. Je me suis dit, je vais pas faire que ça. Je voulais vraiment devenir complet et faire les deux. Et c'est ce que Nico il disait. Je pense que les meneurs, il a évolué le rôle. Parce qu'à l'époque, tu amenais la balle, tu la donnais à l'intérieur à Will Chamberlain. Et voilà, c'était ça en gros ton rôle. Et moi, au début, c'était un peu ça. Tu arrives, tu donnes la balle à Duncan, à David Robinson. Et puis après, tu joues autour. Mais c'est vrai qu'après, tu as envie d'évoluer, tu as envie de faire plus de choses, tu as envie de devenir un meneur et un joueur complet. Steph, toi qui adore le basket léché, je sais que tu as dû t'arracher les cheveux à jouer avec certains meneurs ou te régaler à jouer avec d'autres. Le rôle du meneur, on sait que c'est archi important c'est la base du début d'un collectif. Ouais, et puis, enfin, moi, ce que j'ai toujours aimé chez les meneurs, c'est savoir prendre des décisions. Il y a des meneurs qui sont Tipeee l'a été, mais il y a d'autres cerveaux capables. Un meneur de jeu qui connaît tous les systèmes de l'équipe, qui sait sur ce système-là où le ballon va aller, le système qui a marché. Si on a un système 2 qu'on a scoré 2 fois, il va continuer à l'appeler. Savoir qui est chaud, qui est moins là où le mec aime bien recevoir le ballon, dans quelle position. Le meneur de jeu, c'est un ordinateur. Il a tout en tête. Tous les plays, il connaît. Il sait où il faut amener le ballon. Et j'ai envie de te dire qu'il y en a, ça existe, mais il n'y en a plus beaucoup des mecs comme ça qui sont capables à la fois de faire briller les autres, de jouer pour eux, de trouver la bonne alternance. Et c'est capital, je veux dire, dans le basket actuel. Maintenant, tous les meneurs sont scoreurs. Ils cherchent un petit peu plus. Maintenant, c'est la NBA actuelle qui veut ça, à jouer pour eux plutôt que d'analyser les situations. Mais
mais moi, je suis plutôt partisan. Moi, je suis l'ancienne école. J'aimais bien les meneurs avec meneurs ordinateur qui avaient tout dans la tête. Moi, j'aime bien cette idée-là tu vois, du meneur qui sait exactement quand prendre la place du coach. Alors, typiquement, je suis sûr que tu vas nous en parler avec Popovic qui adore rappeler les systèmes à chaque action. Parfois, le meneur, il sent un truc parce qu'il est dans le jeu et que le coach ne l'est pas. Et donc, il va appeler le système au bon moment pour aller donner la balle aux joueurs chauds, au shoot ouvert, à l'intérieur, enfin, pour aller chercher une faute ou j'en sais rien. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc qui se travaille, mais que tu as aussi naturellement. Ouais, bien sûr. Naturellement, il y a des mecs qui ont eux de donner sûr. la balle au bon moment au bon gars. Bien sûr, non, mais pour moi, ça, c'est essentiel pour le rôle du meneur. Il faut que tu sentes le jeu. Il faut que tu saches quand il faut scorer, quand il faut passer, quand un gars est chaud, selon une compète, un match. Par exemple, équipe de France, demi-finale, j'étais chaud, je savais que la finale, ce serait pour Nico. Il faut que tu saches, il faut que tu sentes ton équipe et qui est chaud. Et ça, c'était mon évolution avec les Spurs. Et là où ça a pris, on va dire, son importance dans mon évolution avec les Spurs, c'est qu'à la fin, on faisait 50-50 avec Popovic. Il n'avait même plus besoin de se lever. Je savais exactement ce qu'il fallait faire. Je sentais le jeu. Et quand en 2011, il me passe les clés de l'équipe et que c'était devenu mon équipe de 2011 à 2015, bah, je savais quand Tim était chaud, quand Manu était chaud, quand Kawhi était chaud, Pop, il ne se levait même plus. Il annonçait même plus de système. Il savait, il se levait que pour le quatrième quart-temps parce que voilà, les coachs, ils aiment bien quand même décider quand c'est les trucs comme ça. Mais sinon, il me faisait confiance à 100%. Et ça, c'est le truc ultime en tant que meneur. C'est quand tu peux gérer une équipe, tu es leader et tu sais ce qu'il faut faire sur le terrain. Ça t'est déjà arrivé, Tony, de dire à Pop, non, je veux pas faire ce que tu me demandes, je veux faire ça parce que ça va marcher. Quand je faisais ça en plus. Après, il m'envoyait un voice note soir du match. Il me disait qu'est-ce que j'ai kiffé quand tu m'as dit de m'asseoir là et t'as pris le système. Mais c'est vraiment un ouf, ce gars-là. C'est un ouf. Il est maso en fait. Il mettait des longs voice notes comme ça. Il adorait trop quand je faisais ça. Parce que moi, j'ai toujours été, c'est comme ça, c'est mon éducation. J'ai toujours été très respectueux du coach. Tu respectes le coach. S'il gueule, tu dis rien. Et pour moi, c'était dur au début de dire à Pop, non, vas-y, assis-toi, c'est bon, j'ai le système. Tu vois, j'avais plus de facilité à faire ça en équipe de France. Mais avec Pop, c'est vrai qu'à la fin, je le faisais souvent. À la fin, surtout entre 2011 et 2015. Moi, je l'ai fait une fois et on m'a assis toute la saison et j'ai dû changer. Non, mais après, il faut que ça se mérite. C'est ce que je disais à Nico. Moi, je prenais beaucoup de fierté à shooter à 50%. Un des exemples, moi, quand je suis arrivé en NBA, c'était Jason Kidd et Steve Nash. C'était un peu les meilleurs meneurs quand je suis arrivé en NBA et Gary Payton. Et ils shootaient tout le temps à 50%. Et si tu es un meneur qui va prendre des tirs, déjà, il faut les prendre au bon moment et savoir quand les prendre. Et après, shooter à 50%, moi, j'ai toujours pris beaucoup de fierté à avoir un bon pourcentage sur toute ma carrière parce que je me suis dit, si je vais prendre beaucoup de tirs, il faut au moins que je shoote à 50%. Comme ça, mes coéquipiers et coachs, ils ne peuvent rien dire. Je shoot à 50%. James Harden, il a la même philosophie que toi. Erwan, je te pose une question. Il y a un truc dans l'évolution du meneur de jeu qui est très important quand on dit que les Avery Johnson des années 80-90, donc les meneurs scolaires, on va dire, qui mettent en place et qui ne jouent pas pour eux, dans l'évolution des profils de meneurs de jeu, il y a pick and roll. Le fait qu'on joue 60% des actions avec des pick and roll, le premier qui en profite, c'est le meneur de jeu qui va décaler, faire des passes D, aller marquer pour lui et ainsi de suite. Aujourd'hui, un meneur de jeu qui n'est pas bon lecteur sur pick and roll, qui n'a pas la bonne lecture sur pick and roll, il ne peut pas jouer au niveau. Il ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer au niveau. Mais quand je dis au niveau, je vais jusqu'en National 2. Tu vois, quand je descends, jusqu'en National 2, je monte bien sûr jusqu'au top. Aujourd'hui, ne pas pouvoir jouer un pick and roll pour un meneur de jeu, le pick and roll, c'est sous 80%. Et vous qui avez joué au niveau, tous les trois, c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Et j'irai même plus loin que ça parce que comme maintenant tout le monde fait des pick and roll, et maintenant tu as des joueurs comme Nico, tous les grands joueurs longs qui peuvent défendre sur tout le monde, les grands qui peuvent défendre sur tout le monde. Et maintenant il faut que tu sois pick and roll, il faut que tu sois capable de battre le grand ou le petit qui va changer. C'est meneur de jeu, tu as beaucoup de responsabilités parce que quand ça switch de partout, tu peux vite fait dribbler pendant 20 fois et il n'y a personne qui est ouvert parce que ça switch partout. Donc il faut que tu sois capable de battre ton gars aussi. Les gars, j'ai une question comme ça qui me vient, parce qu'on a la chance d'avoir Tony. Est-ce que vous vous souvenez, parce que moi je m'en souviens, et c'est une histoire marrante, la première fois que vous avez vu Tony Parker en vrai? Dans la vraie vie, tu veux dire? Ouais, vous l'avez croisé sur le match. Moi, c'était à Portland. Je ne l'ai pas vu avant, je crois. Non, Portland. C'est la première fois quand je joue à Portland. Ouais. C'est quand tu fais le Hoop Summit, c'est Hoop Summit, c'est ça?
Non, 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 première année. sa première année au Non, Blazers. c'est NBA, quoi, drafté, quoi. J'ai jamais vu en vrai. Ah, Non, Ah j'ai ouais. entendu parler, mais on ne s'est jamais vu en vrai. C'est la première fois qu'on s'est vu, c'était important. Moi, la première fois, ça doit être à un tournoi Nike à la Défense, un truc comme ça. Enfin, croisé, tu vois, Ouais, très je jeune. pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, ouais. ah, tu te rappelles avoir Mhm. croisé Thomas Dufont? Parce que maintenant, Bah, bien sûr. comme ils ont une grosse émission maintenant, bah, je me suis renseigné quand même N'importe sur quoi. ces gens-là. Et après, je me suis dit, ah, mais lui, si, à la défense, je crois. Peut-être, Il- peut-être, il- peut-être, il- peut-être. Il avait pas le même physique. Il était un peu plus, Non, un c'est peu plus sûr. svelte, je crois. Ouais, mais à l'époque, on souffrait beaucoup trop pour rien. Tout ça pour ça. Merde. Moi, Steph, Pourquoi tu dis ça, Erwan? Je devais faire ton camp, parce moi, que, parce que moi, je devais faire ton camp en 2001, mais tu n'étais pas venu, tu as été pris à l'Euro en 2001. Ouais, ça, je me rappelle. Ah, Je devais faire ton camp. moi, je vous pose cette question parce que, donc, vous savez, j'aime bien le dire, Tony Parker et moi, on est de la même génération avec Tipeee, 82. Et je me souviens que moi, c'était ma deuxième année, ouais, ma deuxième année en centre de formation. Et évidemment, tout le monde parlait de cette génération à l'INSEP, la génération 82, avec Boris. Et donc, Tipeee, à l'époque, il y avait les baskets hebdo où je regardais les stats de N1. Je voyais un mec qui avait mon âge qui mettait des 35 pions en N1. Je faisais, what the fuck? Alors que moi, j'étais content de mettre 14 points en KD France. Une fois, on va à Pau. Et une fois, on va à Pau voir l'équipe de France 82 en prépa, donc pour le futur Euro que vous allez gagner après en Croatie, contre les Espoirs de Pau. Et je me dis, mec, et donc on était tous intrigués de ça. Et donc on déboule là-bas dans le Palais des Sports de Pau et vous jouez contre les Espoirs. Tu étais face à Moncade, qui était déjà un daron en espoir, Fred Moncade, qui était Et mon gars, et je me souviens, et je te regarde, tu shootais pas, et tu faisais que du drive, mon gars, N1, N1, N1. Et là, je faisais, ah ouais, mais c'est un truc. Et nous, on était là, tu sais, on avait le même âge. On disait, non, mais là, on voyait la vitesse, l'intensité. On s'est dit, non, mais attends, on est à des années-lumière. D'ailleurs, je suis entré 1 mois et demi à Marseille pour me reposer après avoir vu ce match-là. Et ça m'avait tellement marqué. Je me suis dit, mais attends, ces gars-là, ils ont notre âge. Alors, il y avait Mike Pietrus, il y avait cette génération fantastique. Et voilà, c'est la première fois où moi, je t'avais vu. Quand Nico m'a dit que tu allais faire l'émission avec nous, je me suis dit, c'est quand la première fois que je l'ai vu? Et cette histoire-là m'avait. Elle est belle ton histoire. Elle est très belle ton histoire, Erwan. Tu te souviens de ce match à Pau contre les Espoirs? Ouais, bien sûr, je me rappelle, bien sûr. Vous avez gagné en plus, voilà. Voilà, c'était la petite anecdote. Messieurs, avec toutes les qualités qu'on a mis au poste de meneur, il est temps évidemment de commencer notre petit classement. On va commencer par la question où finalement, par rapport aux autres postes, il y a un vrai grand débat qui s'installe. Parce qu'on voit tous les intellectuels sur Twitter qui nous disent poste 3, il n'y a pas de débat, c'est LeBron. Poste 2, Jordan, pas de débat. Là, on a un vrai débat. Quel est pour vous le meilleur meneur de tous les temps? Allez-y, prenez la main. Magic. Tony, Je crois qu'il va y avoir l'unanimité. Pour moi, c'est Magic Johnson, comme Nico. Tom, on t'entend plus. On t'entend plus, Tom. Ma faute, j'avais enlevé le micro. Ça marche mieux. On va tous dire Magic, palmarès, côté flashy incroyable, joueur unique, je sais pas, 3 fois MVP, 5 fois champion. Il n'y a personne qui Polyvalence. Polyvalence, ouais. Il n'y a aucun meneur de jeu qui a son palmarès, qui a son impact sur la ligue. Enfin, en fait, je trouve comme pour tous les autres postes, il n'y a jamais de débat. En fait, moi, je vous rejoins sur Magic, clairement, mais je pensais que. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas encore fini sa carrière, mais peut-être que Steph Curry, on sait qu'avec ses dernières saisons, il a certains commencé à émettre peut-être le fait qu'il pouvait, ou qu'il était, pour certains, alors peut-être plus jeunes que nous, le meilleur meneur de la ligue. Donc, on est quand même à l'unanimité, dites-nous dans les commentaires, on est quand même à l'unanimité sur Magic Johnson. Après, si je peux rajouter, moi, je pense qu'il faut tout prendre en compte. Tu es obligé de prendre en compte voilà, les titres, ça c'est sûr, mais le charisme, ce qu'il a fait pour la Ligue. Quand tu commences à arriver à ce niveau-là de dire, OK, c'est qui le meilleur, il faut prendre tout. Il faut des détails après. Ouais, après, il faut les détails parce que Steph Curry, bien sûr, meneur incroyable, peut-être le meilleur shooter de l'histoire. Mais pour moi, tant qu'il n'est pas à 5 titres, tu ne peux pas le comparer à Magic. Et Magic, ce qu'il a fait pour la NBA dans les années 80, tu ne peux pas lui enlever ça. La NBA, c'était mort. Hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, la NBA, les matchs, ils étaient en différé. Hein. C'était même pas en direct. Et Bird et Magic, ils ont sauvé la NBA, entre guillemets. Et après, Jordan l'a amené à un niveau qu'on est aujourd'hui. Et maintenant, tout le monde profite de ça. Mais pour moi, Magic, c'est lui qui a peut-être sauvé la NBA à l'époque, dans les années 80. Ouais. Par sa rivalité avec Larry Bird, mais aussi, comme tu le disais, par son charisme sur le terrain. C'était un joueur fantastique qui… Sourire. Toutes les qualités du meneur, c'est-à-dire qu'il emmenait tout le monde avec lui. On parlera forcément tout à l'heure de mecs comme Harden ou Westbrook. Bon, Harden, c'est un combo, mais on peut peut-être en parler dans les meneurs. Mais moi, ce que j'adore avec Magic,
Et c'est ce qui a été la limite des fois de certains très forts joueurs, c'est j'emmène tout le monde avec moi. C'est suivez-moi les gars, ça va bien se passer. Et ce match-là, quand il est rookie, que Jabbar se blesse, qu'ils vont jouer à Philadelphie, qu'il est dans l'avion et qu'il dit les gars, vous inquiétez pas, ça va rouler. Et qui fait l'un des plus grands matchs de l'histoire des finales NBA. 42 points, 15 rebonds, 7 passes. C'est incroyable. Et c'est ça, en fait, la qualité incroyable. Et c'est ce qu'on peut reprocher pour l'instant, en tout cas, à Steph Curry, c'est que lui, sur les finales NBA notamment, il n'a pas toujours dit emmenez-moi avec moi, ou alors emmenez-moi avec moi avec des passes dans le dos en touche. Allez, elle est gratuite, celle-là. Ouais, elle est gratuite. Mais après, Magic, c'est sa qualité première d'emmener les gens avec. Bon, évidemment, c'est un joueur unique par son genre. Tu peux pas faire 2-5, 2-6 et être meneur de jeu. A priori, ça se fait pas. Tu peux pas avoir un shoot extérieur en place en fin de carrière, mais ce sera jamais sa qualité première. Et pourtant, continuer à être meneur de jeu, à être si fort. Je trouve que, tu vois, on parle souvent des passes décisives de Magic quand on voit ses highlights et ainsi de suite. Je trouve que ça lui rend pas hommage. Ce qui rend hommage à Magic, c'est de regarder un match complet et de se dire, putain, mais mon gars, il passe sa vie à mettre de la relance et à courir, et tchac, 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 et à lâcher la balle, et à faire des dribbles. Il n'était même pas hyper rapide, mais il arrivait toujours à être, tu sais, le premier ou le deuxième pour faire la petite passe D derrière qui va Et donner tu vois, un tu peu as, facile à différentes façons de dominer. Hein. Et tant que tu arrives à dominer sur un match, tu peux dominer de différentes façons en tant que meneur de jeu. C'est comme la petite histoire d'Erwan qui disait ouais, mais il shootait jamais, il shootait jamais. Mais ouais, mais si tu pénètres tout le temps et que personne t'arrête, tu vas continuer. Bah, Magic, c'était comme tu as dit, constamment de la relance. Et pour moi, pour voir la vraie qualité de Magic, il faut que tu regardes tout un match, pas que les highlights. Ça, c'est sûr. Mais Magic était tellement bon. On parlait de relance dès qu'il avait la balle. Cette posture-là, tête en l'air, tête haute pour regarder avec le dribble assez haut, prêt à lâcher une passe à une main. Et puis il avait, attends, pour être passeur comme Magic, les fondamentaux aussi, tout ce travail, le ball handling. Alors c'est pas 54 brilles entre les jambes comme on peut voir aujourd'hui, mais toujours la tête en l'air, la vitesse de bras, comment il balançait des passes à une main. Ça aussi, c'est une qualité à prendre en compte aussi. Et puis même défensivement, même à 2,05 m, il prenait jamais le bouillon face au petit meneur de jeu en face. Il était quand même ultra complet. Et puis, il prenait des rebonds, comme vous l'avez dit, pour un poste de meneur de jeu, capable de jouer dos au cercle. Alors, bien sûr, il faisait 2,05 m, mais je connais des mecs qui sont grands et qui n'ont pas forcément le footwork et les moves poste bas pour être capable de jouer dos au cercle. Il avait toute cette panoplie-là aussi, Magic. C'est clair. Il était c'est pour ça que c'est numéro un, c'est qu'il y a beaucoup trop d'arguments, beaucoup trop de choses. On ne peut pas le détrôner. Il a 3 fois MVP en plus. 3 fois MVP. Il est MVP des finales en étant rookie, en changeant de poste. Enfin, il a sublimé des gens, il a sublimé des carrières. Enfin, voilà, c'est là où c'est fort. C'est un peu comme Steve Nash à l'époque. Il a rendu des gens tellement forts. Il a sauvé tellement de carrières, ce mec-là, juste par son style de jeu. C'est pour ça qu'il faut regarder tout le match en entier, pas que d'highlights sur Magic, parce que c'est sûr que Steph, il balance de tous les côtés, c'est beau. Ouais, je sais. C'est mignon. Mais voilà, Magic, il a ce poids en plus, il a eu ce poids en plus. Et voilà. Il y a un truc, je vous parlais de relance et tout, et on a tous connu ça au basket, c'est quand tu cours, peu importe ton poste, tu cours dans les ailes ou tu cours dans l'axe, et que tu n'es jamais récompensé. Au bout d'un moment, tu fais 3 allers-retours, au bout d'un moment, tu dis vas-y, c'est bon, tu m'as gonflé. Et là, lui, tu courais, mon gars, et tu étais tout le temps récompensé. Et donc, forcément, tu avais envie de courir derrière. Tony, toi, tu sais ce que c'est. Quand les mecs courent, tu les récompenses, ils ont encore plus envie de courir. Une équipe qui court, c'est une équipe bien plus dure à défendre. Nous, c'était un de nos points forts aussi, hein, la relance. Et c'est clair qu'en tant que meneur, il faut que tu récompenses tes ailiers. Parce que sinon, après, ils arrêtent de courir, tu n'as plus de jeu de relance et tout est fini. Une des meilleures équipes de relance quand je venais d'arriver en NBA, c'était New Jersey avec Jason Kidd. Oh là là, avec Kenyon Martin, Richard Jefferson, ça courait dans tous les sens. Dès que la balle, le rebond, ça partait tellement vite. Et ça, les Lakers, ils étaient très forts dans les années du Money Time. Il y a un truc quand même de… Oui, pardon ? Il fallait me récompenser quand je courais, ça, le chien. J'ai toujours récompensé les gars quand ils couraient. Mais il y a un truc, tu vois, avec Magic quand même, c'est qu'il a joué avec Karim, qui est potentiellement le deuxième meilleur joueur all-time, après Jordan, admettons. Dans la deuxième, alors Karim est plus vieux, hein, mais quand Magic devient Magic, donc plusieurs fois MVP, champion et première option de l'équipe, en fait, c'est là qu'on pense au Showtime. On ne pense jamais au Showtime de Karim Abdul-Jabbar. On pense toujours au Showtime de Magic. Donc, on peut aussi dire qu'il a créé un mouvement. Au-delà de relancer la NBA, il a carrément un mouvement en NBA qui correspond. Et on ne va pas se mentir, pour moi, c'est le meilleur surnom de l'histoire des surnoms, qui en plus donné par sa mère. Il n'y a pas autre mot que Magic qui correspond le plus à Magic Johnson, en fait. Ouais, c'est sûr.
C'est un sacré. Il est magique. C'est clair, ça, Il est vraiment magique. Il a le meilleur surnom, ça c'est sûr. Bah ouais, tu vois. Après, Et, Air Jordan, il est pas mal aussi. Air Jordan. ouais, mais il est simple. Ouais, mais il est simple, Air Jordan, quelque part, tu vois. Magic, Air Jordan, quand tu le croises dans la rue, tu l'appelles pas les gens Air. pensent vraiment que c'est son vrai prénom, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ouf. Exact. Non, il s'appelle Irving. Tu vois, les gens, ça choque quoi, quand tu dis le vrai prénom de Magic. C'est vrai. Et vous pensez que Magic, dans le basket d'aujourd'hui, donc en 2020, non, mais quel type de joueur c'est? Est-ce qu'il reste exactement ce qu'il a toujours été ou est-ce que... Comment joue Ben Simmons? Quand je vois ce que fait Ben Doncic. Simmons? Ben Simmons, c'est qui tire. Ben Simmons. Et Ben Simmons s'en sort. Et c'est un pro guillemets le même. Ouais, mais Ben Simmons, tu trouves qu'il a le côté smile? Et justement, Magic, il a ça en plus. Donc Ben Simmons, 17 points, 8 rebonds, 8 passes. Alors imagine Magic. Après, Magic, même si c'était pas un énorme tireur, il a quand même des années-lumière d'avance sur Ben Simmons. Magic, il avait un meilleur tir que Ben Simmons. Ah oui. Voilà, donc si. Je vous rassure, les gars, tous les 5 ici, on a un meilleur tir que Ben Simmons. C'est clair. Magic, il sortait en défense, ça serait peut-être, on verra, parce que les meneurs sont plus difficiles. Oui. Moi, je pense qu'il morflerait trop. Parce que, changement. Je pense qu'il jouerait 4. Ouais, mais le truc, c'est qu'après, l'équipe qu'il a, ils vont s'adapter. Ils prendraient un deuxième arrière costaud, rapide pour défendre sur les meneurs. Tu mets Magic sur un ailier. C'est ce que je dis, l'équipe serait adaptée. Mais c'est ce que je disais déjà à l'époque du Showtime. Hein, c'est Byron Scott et Michael Cooper qui allaient s'envoler sur les meneurs. Hein, c'est pas Magic qui faisait du tout-terrain non plus. Donc, Exactement. s'adapter. Déjà, il ne pouvait pas défendre sur les petits. Il ne pouvait pas. On ne peut pas lui en vouloir. Il ne pouvait pas. Par sa vitesse et sa taille. Imagine Magic Johnson défendre sur Tony. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que Magic, il ne défendait pas sur Isaiah Thomas pendant les finales. Tu as raison, c'était Byron Scott. Super. Vous avez, et puis après, j'aimerais bien qu'on parle sur le terrain, mais après, pareil, l'image, le smile, son histoire un peu terrible aussi, de son annonce, de son retour, quand il est All-Star, MVP du All-Star Game à Orlando. C'est quand même un mec, tu vois, c'est incroyable. Nous, avec Thomas, on a eu la chance de le croiser au All-Star Game de Los Angeles. On était à 3 mètres de lui. Non, mais tu sais, il dégage un truc. La seule fois où j'ai eu ça, c'était en janvier grâce à toi, Tipeee. C'était avec Michael Jordan. Non, mais c'est clair que ce soit Magic ou Jordan, ils dégagent quelque chose. Hein. Le charisme, quand ils sont là, quand ils te parlent, comment ils te regardent. Magic, ça me fait penser, tu peux avoir 100 personnes dans une pièce, mais quand ils te parlent, tu as l'impression qu'il n'y a que toi et lui. C'est incroyable. Comme les politiques, la première fois que j'avais rencontré Bill Clinton, ça m'avait fait ça. Alors que le gars, il vient juste de me rencontrer et j'ai l'impression qu'il m'écoutait comme si je disais des trucs de ouf. Et il n'y avait que moi dans la pièce. Et Magic, il a ce truc-là, Magic. Il est très, très, très fort pour ça. Les gars, on a fait le tour sur Magic. Vous voulez rajouter un truc? Non, il est numéro 1 sans indiscutable. Il est numéro 1 et regardez, quand on fait les top 10 all-time tout post, il est aussi le seul meneur de jeu. Ouais, c'est vrai. Il est le seul meneur de jeu. Ouais. Et ça, quand on parle du poste, c'est quand même hyper étonnant. Ouais, c'est vrai. Donc, vrai. Et en numéro 2, ça fait chier, tu vas voir. Ouais, c'est vrai. Et en numéro 2, vous mettez qui du coup? C'est là où tu peux commencer un peu. C'est là où il y a des débats, je pense. Les gars, on est là pour ça. Hein. Il n'y a pas de choix pour vous? Moi, je vois il y a deux mecs qui me viennent direct. Il y a Stephen Curry. Ouais. Et moi, celui que j'aime bien mettre sur le podium, c'est Isaiah Thomas. Parce que je le mets très haut. Je le mets très haut. Ouais, je le mets très haut parce que, alors, contrairement à d'autres, il n'est pas MVP, contrairement à Steve Nash, par exemple. Mais il est leader d'une équipe charismatique. C'est un meneur All-Star chaque saison qu'il a évolué en NBA, donc dès le début. Et c'est le meneur de jeu que j'adore. Dur, pas hyper physique, enfin, entre guillemets, décane, capable de tirer extérieur, de pénétrer, le général, encore une fois, défenseur. Enfin, il a toutes les qualités qui font de lui le meneur de jeu parfait en NBA. Tu vois, souvent, je dis que Hakim, c'est le pivot parfait. Donc, les deux côtés du terrain, les moves et ainsi de suite. Isaiah Thomas en NBA, pour moi, c'est le meilleur meneur possible. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les gens, ils ont tendance à oublier Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, pour moi, il est dans le top 3. Il a été champion universitaire en collège avec Bobby Knight. C'est très, très dur de jouer pour lui. C'était un vrai défenseur et il était leader d'une équipe. Franchement, Isaiah, il était incroyable comme joueur. Incroyable. Et si tu re-regardes les matchs pour battre les Bulls 89-90, je te dis, les Bulls, ils auraient pu gagner 89-90. Mais Détroit, ils ont joué à un niveau incroyable. En 89, les Bulls, ils mènent 2-1. En 90, ils gagnent 4-3, Game 7 chez eux.
Détroit, c'était une vraie équipe. Et leur leader, c'était Isaiah Thomas. Tout passait par lui. Il était incroyable. Énorme mental de gagnant. Et Énorme comme mental. tous les grands gagnants, très mauvais perdant. Exactement. Mais Après, bon, t'as le match, après, c'est comme ça. C'est 90 quand il joue sur un pied. La finale contre les Lakers, non? Et la finale, je crois que c'est 88. Perdu. 88. 88, t'as raison. Ils perdent. 88, t'as raison. Il joue pas 88. pas de match du coup. Ouais. Ça, c'est… Après, ce qui fait tâche dans la carrière d'Isaiah Thomas, c'est qu'il joue à une période où toutes les grandes stars autour de lui sont à Barcelone en 92. Et que lui, on connaît l'histoire, mais- on sait pourquoi ça se fait pas. Ouais, mais on sait tous Ouais, qu'il mais bon. devait être dans Oui. l'équipe normalement. Il devait être dans l'équipe. C'est pour autre chose qu'il n'est pas dans l'équipe. Je Parce sais. que sans manquer de respect à Christian Leitner, il n'a rien à voir dans cette équipe. C'est non. Isaiah Thomas, normalement, le 12e. Mais après, ce qui s'est passé avec Chicago et Michael Escotti. Est-ce que vous enlevez de la Dream Team, vous enlevez John Stockton pour mettre Isaiah Thomas? Non. Oh, t'es dur. Christian Leitner. Mais admettons que Christian Leitner, il a son spot. Il est obligé d'y aller. Il y a toujours un universitaire. Ils aiment bien faire ça. Je ne peux pas te laisser dire ça. Il n'a rien à voir. Je pose la question. Je mets chaque alors. Je mets chaque. S'il faut un universitaire, je prends chaque Oui, alors. d'accord, mais il faut bien enlever un meneur de jeu. Ils prennent Duke parce qu'ils venaient de faire un back oui. 91-92. Bien sûr. Parce que là, tu compares avec la carrière NBA. Mais si tu prenais que la carrière universitaire, je sais pas Leitner, si le documentaire sur ESPN, le 30 Incroyable. Oui. sur Christian Leitner, il est énorme. En collège, Incroyable. il est hors norme. Mais pour moi, Isaiah Thomas, il est dans les 12. Il faut arrêter. T'as coaché, Par contre, je prends John Stockton tous les jours aussi. t'as coaché en assistant à une team. C'est pour ça aussi. Ouais. Coaché, là, j'ai coaché sur le banc. Eh oui. Avec Christian Leitner, je me suis fait un UNLV, qui était une équipe de gangsters. Avec Larry Johnson, C'était Siegman. Christian augmente Larry Johnson, Greg Anthony, gros, mais Ah ouais. Christian Leitner, avec sa petite tête de commercial, il est démoli, mon gars. Non, Leitner en collège, c'était incroyable. Leitner, c'est le parfait exemple où il est arrivé en NBA et il est tombé dans des équipes que ça, ils n'ont pas tout fait pour lui, ça ne lui correspondait pas, ils n'ont pas construit l'équipe autour de lui et il a eu, on va dire, une carrière NBA correcte. Mais c'est le genre de joueur, s'il était, je sais pas moi, au Boston Celtics, mais il aurait fait une carrière de malade, Christian Leitner. Des fois, ça se joue à ça, des fois, les franchises. Après, bon, je pense que il aurait dominé partout, oui. partout n'importe quelle équipe il serait allé. Mais des fois, tu as des joueurs, ça dépend des franchises. Steph, toi, donc numéro 2, tu vas sur Isaiah Thomas pour revenir un petit peu sur le débat. Non. Dis-moi tout, mon grand. Moi, j'étais plutôt parti sur un mec qu'on n'a peut-être pas bien vu jouer, nous 5. Moi, j'étais parti sur Oscar Robertson en numéro 2, qui est champion NBA une seule fois, seulement, j'ai envie de dire, qui est 12 fois All-Star et qui fait surtout une saison en triple-double avant d'être rejoint par Russell Westbrook et puis des stats en carrière incroyables. Je crois que c'est 26 points, 8 rebonds, quasiment 10 passes de moyenne sur sa carrière entière. Il est Hall of Famer, il est rookie de l'année, il est 12 fois All-Star. J'avais envie de récompenser ce garçon-là parce que c'est vrai qu'avec les nouvelles générations, on a tendance à faire disparaître les ancêtres, entre guillemets, mais c'était quand même un joueur très sérieux, notre ami Oscar Robertson. Tout à l'heure, Tony disait qu'il fallait tout prendre au moment où de choisir l'excellence parmi l'excellence, il fallait tout choisir. Est-ce que Oscar Robertson, le fait qu'il soit qu'une fois champion avec Jabbar, c'est pas un petit peu là où le bas blesse? Moi, je pense que c'est pour ça que les gens ils l'oublient un peu des fois on va dire dans les meilleurs de l'histoire parce que quand tu parles avec les Américains, le nombre de titres, ça compte beaucoup. Oui. Ça compte beaucoup. Et comme il a gagné qu'un titre, et à chaque fois, il part aux oubliettes. Il n'est pas dans le top 5 à chaque fois quand tu parles avec les gens globalement. Et pourtant, c'était un précurseur, Nico. Oscar Robertson, très fort. Ah bah oui, c'est premier triple-double sur une saison. C'est un mec voilà, qui a révolutionné, entre guillemets, en avance son poste. Donc, c'est quelqu'un, oui, que tu me dois mettre dans le top 5, c'est sûr. Ce qu'on a parlé la semaine dernière, parce que c'était un poste 2, je ne sais plus qui a dit ça. Non, c'est clairement Jerry un West. meneur. Il y avait le débat sur Jerry West. C'est Jerry West aussi. Mais après, moi, si je dois mettre encore un nom, je mettrais John Stockton aussi, parce que il a quand même 2 records intouchables. Interception et passe décisive. Il ne sera jamais rattrapé. Je ne pense pas, en tout cas. Mais Qu'est-ce qu'on pense de John Stockton? On dit jamais. On jamais dire jamais. c'est très peu probable. Toi, le prochain, je crois que c'est… Donc, Nico, ça veut dire que ses records passe et interception, ça prend le dessus sur le fait qu'il n'ait pas gagné une bague. Le truc, c'est que quand tu parles de meneur de jeu,
il est quand même, on parle de définition meneur de jeu, lui, c'est quand même… si tu dois dessiner un meneur de jeu en tant que général distributeur, tu as lui. C'est lui. Le mec, il ne loupait pas un match. Il avait des shorts, il a gardé son flow toute sa carrière. Et il tournait. Attends, il a fait, je crois, 3-4 saisons de suite à 14 passes décisives. Il ne passe pas dans les années 60, hein. Dans les années 80. J'ai une info inside sur John Stockton. Il achetait ses chaussures à Go Sport à l'époque. Donc, tu vois, non, je ne dis pas qu'il est numéro 2, mais il est quand même très haut placé parce que c'était le prototype du meneur de jeu, en fait, du vrai meneur de jeu du basket. Est-ce que justement, le fait qu'il soit… J'ai une question pour toi, Nico. Est-ce que tu penses que ces records ils vont rester maintenant que la NBA, ça se joue à 150 points, 160 points, il y a beaucoup plus de points, beaucoup plus de passes décisives. Est-ce que tu penses que Stockton il va garder ce record? Il y a beaucoup plus de passes décisives, pas forcément collectivement, mais tu regardes. Là, LeBron est numéro 1 à 10.1 ou un truc comme ça. Après, c'est en dessous de 10. Avant, à NBA, tu avais genre 3-4 mecs où plus de 10 passes. C'était 12 de moyenne. Parce que le meneur, il avait tout le temps la balle. Là, maintenant, c'est Trae Young et Rubio qui sont à 8,7. Ouais. Tu vois, avant 8,7, je ne sais pas si c'était top 10 avant. Donc, oui, je pense que ça va rester parce qu'il y a plus de passes décisives collectives, mais moins pour le meneur. Tu as plus de passes comme des mecs comme moi qu'à l'époque, ils tournaient à 5-6 passes de moyenne. À l'époque, les postes 3 ne tournaient pas à 5-6 passes de moyenne. C'était très rare. Maintenant, c'est beaucoup plus récurrent. Et pour aller dans ton sens, il y a un autre truc, c'est que non seulement il faut être un meneur qui, tu vois, naturellement, qui soit toujours au-dessus de 10 passes, mais il faut ajouter à ça 20 ans sans jamais se blesser à plus de 10 passes. Donc, ça fait quand même… C'est difficile. Après, il ne faut jamais dire jamais. Voilà, on ne sait jamais. C'est truc qu'il y a un mec l'année prochaine qui va arriver qui sera de ce niveau-là. Mais sur le principe, c'est imbattable. Je suis d'accord avec toi. La longévité, elle est imbattable. Il y a un truc chez Stockton, c'est la longévité. Et on verra qu'il y a d'autres meneurs sur la fin, comme on aime bien, sur des petits coups, sur des petits kiffs qu'on aime bien citer. Et on verra qu'en fait, la grande différence, et toi, Tony, tu rentres là-dedans, c'est la longévité. C'est les mecs qui sont capables pendant plus de 10 ans d'être à plus de 15 points, de jouer les playoffs, de faire des trucs. Et tu as d'autres mecs, ben ça, ils l'ont fait, mais sur juste 3-4 ans. Alors, la longévité, elle est pour Stockton. Mais on a quand même envie de se dire qu'ils jouent 2 finales. Alors, certes, c'est contre Jordan, mais c'est des mecs qui ne gagnent pas, quoi, au final. Alors, jamais on les traitera de losers, mais c'est des mecs qui ne gagnent pas. Et quand même, la finalité aux États-Unis, ben, c'est de gagner. Et c'est pour ça que c'est toujours difficile parce que tu as des super meneurs, John Stockton, Steve Nash, qui n'ont jamais gagné, mais ça reste quand même des meneurs exceptionnels. Mais après, si tu veux parler de la crème, les meilleurs des meilleurs, bah, tu es obligé de les départager d'une façon. Et souvent, aux États-Unis, c'est les titres. Justement, mais regarde, on met Steve Nash devant Stockton. Pardon, Nico, vas-y. On a mis Karl Malone en 2 devant Dirk et KG. Ouais, j'ai toujours pas digéré ça. Vous avez fait ça? Oui. On a mis Karl Malone. Ouais, moi, je n'ai pas vu cette émission. Je ne sais pas comment vous ne mettez pas Dirk et KG. Merci. Moi, j'ai mis KG, je crois. J'ai mis Karl Malone en 3. Bravo, Tipeee. Tipeee président. Non, mais parce que pour moi, à la fin de la journée… On en avait parlé, ça, toi et moi, déjà, de Karl Malone dans ce débat. C'est vrai, mais je sais, on en avait déjà parlé. Mais pour moi, pour départager les titres, tu es obligé de récompenser ça parce que c'est tellement dur de gagner des titres, la longévité, de ne pas avoir de blessures. On pensait que Golden State, ils allaient gagner 10 titres d'affilée avec leur équipe. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans une carrière et tu dois récompenser la longévité et les titres. C'est obligé. Donc, tu mets Dirk devant Karl Malone? Ouais, tous les jours. Every day, my friend. Bien sûr. Là où je me suis ravisé. En plus, c'est rare, c'est rare. Je suis d'accord avec Stephen, mais là, je suis d'accord avec lui. Là. Je reviens au poste secret. Là où je me suis dit après Jeff Forrest, quand j'ai mis Charles Barkley en 3. Je n'aurais pas dû faire ça. Là, j'aurais dû mettre en 5. Bah oui. Là, j'avoue. Parce que là, on n'est pas en train de… J'ai pensé après. Nico, on n'est pas en train de juger si c'était un joueur extraordinaire ou pas. Charles Barkley, c'était un joueur extraordinaire, incroyable par rapport à son corps. Karl Malone aussi. Mais si on parle de best of the best et tu prends tout en compte, pour moi, tu es obligé de récompenser ceux qui gagnent des titres. Mais par exemple, Tony… Et des fois, tu es un peu malchanceux parce qu'il y a des joueurs, tous les joueurs qui étaient dans la génération de Jordan, bah, les pauvres, ils n'ont pas gagné beaucoup. Nous, on est tombé sur une génération de malades avec l'Espagne. Sinon, on aurait au moins 15 médailles, Nico. Donc, tu vois, c'est pour ça que des fois, tout ça, tu es obligé de le prendre en compte. Tu es obligé de le prendre en compte. Par exemple, Garnett a une bague que Malone n'a pas. Mais Garnett, il va quand même… Il va à Boston dans une équipe de mutants, alors que Malone, il va 2 fois en finale. Alors qu'à l'Ouest, moi, j'ai toujours un problème quand les gens ils veulent dire
Ouais, mais il jouait avec lui, il jouait avec lui. Hey gros, la NBA, c'est super dur. Tu es obligé de jouer avec des bons joueurs pour gagner des titres. Tu crois que Magic, il jouait avec des gars et James Worthy, MVP des finales, Karim Abdul-Jabbar, Michael Cooper. Michael Cooper, Byron Scott. Tu crois elle était chum, leur équipe? Et on met quand même Magic numéro 1. Tu crois que moi, je jouais avec des… Moi, je pense que j'ai joué avec le meilleur ailier fort de tous les temps. Manu Ginobili, un des meilleurs deuxième arrière de tous les temps. Tu es obligé de jouer avec des bons joueurs. LeBron, Dwayne Wade, Chris Bosh, tu ne peux pas gagner en NBA. Tu as joué avec Will Perdue aussi. Bons joueurs. Donc, pour moi, ce n'est pas un argument si tu dis « Ouais, mais il a joué avec des Hall of Famers ». Bah, encore heureux, parce que sinon, tu ne gagnes pas. Très bien, c'était la réponse. Steve Nash, un des meilleurs meneurs de l'histoire. Il n'a jamais gagné un titre. Pourquoi? Tu mets Amar'e Stoudemire, toi, Hall of Famer? Non. Il n'a pas gagné de titre. Il y a des raisons pourquoi tu ne gagnes pas de titre. À un moment donné, il faut que tu joues avec des Hall of Famers. Sinon, tu ne gagneras pas de titre. Steph, Nowitzki ne joue pas avec des Hall of Famer. Hein. Jason Kidd. Jason Kidd. Jason Kidd va jamais. Il y a Kidd. Kidd, Terry. Terry, il sera Hall of Famer. Terry, il sera pas Hall of Famer. Non, mais pas Hall of Famer, mais des vrais gars, je vous parle. Jason Kidd, il est Hall of Famer, je crois déjà. Non, il est. Oui, il est. Ouais, il est en 2017, je crois. Oui, là, il est. T'es obligé. Revenons sur les meneurs. J'avais une question. Donc, on met Stockton devant Nash? Oui. Devant Stockton. Oui. Ouh. Stockton devant Nash. Moi, je mets Stockton devant Nash. Vous savez, c'est marrant parce que Nash, il a 2 titres de MVP et c'est les 2 titres de MVP qui me font le plus mal au cœur de toute l'histoire de NBA. Parce que tu es fan de J'en ai Kobe. rien à faire. Parce que tu es fan de Non. Kobe. Bah, parce que je pense qu'à un moment donné, tu récompenses, sur les 2 années-là, tu récompenses pas le meilleur joueur du monde qui n'a pas encore eu de trophée de MVP. Et le truc, c'est que Steve Nash, quand il arrive à Phoenix, on connaît tous l'histoire, ils sont au bout du roulax, il arrive, et ils font une saison à 55 victoires, le style est incroyable sous McD'Antoni, et il mérite son premier titre de MVP, j'ai aucun problème avec ça. Le deuxième, il est plus chelou parce qu'ils sont dans la continuité de quelque chose, ses stats sont un peu en baisse, et ils n'ont pas… Non, Ils ont pas là, tu parles à quelqu'un qui connaît très bien l'histoire de la NBA. Bah, Steve Nash, les la stats deuxième. sont meilleurs. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis dans la merde, les journalistes. Parce qu'il a regardez des meilleurs maintenant. stats. Regarde maintenant, vas-y, regarde maintenant. Il est à 15 points par match sur le premier team MVP, il est à 18 sur le deuxième. Exactement. Regarde, vas-y, regarde. Ah, il va te le dire. Non, mais j'ai pas besoin de regarder. Moi, j'en suis sûr aussi. Pas besoin de regarder. Je ne vous crois pas, vous deux. Pas besoin de regarder. Je ne hein. vous crois pas. Il passe de 15 la première année à 18 la deuxième. Attendez, En fait, toujours cru que c'était l'inverse. Thomas, C'est j'ai cool. déjà eu cet argument avec plein de gens et je suis d'accord avec toi qu'il n'aurait pas dû en avoir 2. Je suis d'accord avec toi, j'étais en NBA à ce moment-là, je le sais très bien. Mais le problème, c'est que quand tu lui donnes, il était à 15 points, 11 passes l'année en 2005 quand il gagne MVP. Je n'ai pas besoin de regarder, tu parles à moi et Nico. 15-5, et l'année d'après, il fait 18-8. Voilà. Et après, la Ok, très deuxième bien. année, il tourne à 18. Et donc, le problème, c'est qu'il a des meilleures stats. Et donc, tout le monde disait « Oh, mais on est obligé de lui redonner. Il joue encore mieux que l'année d'avant. » Alors que pour moi, je suis d'accord avec toi, 2006, Kobe, il aurait pu gagner ce MVP. Ou tu aurais pu le donner à Shaq en 2005 avec Miami. Absolument. Il avait fait une vraie saison en 2005 aussi. Le pire, avec le pire, Tom, c'est qu'en 2007, il est deuxième au vote. Il aurait pu en avoir 3 de suite. C'est vrai derrière Dirk. Il aurait pu. Mais en tout cas, vous avez entièrement raison sur les stats. Bravo, messieurs. Je suis ravi que vous soyez venus. J'ai le seum, je vais partir et je reviens en 5 minutes. Non, mais il y a un truc. Thomas, Moi, le de toute façon, pour terminer cet argument, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas normal que Steve Nash ait 2 MVP et que Kobe et Shaq, ils en ont qu'un. Je suis d'accord avec toi. Absolument. Mais ça s'explique. Est-ce que Tipeee, toi, tu étais là à l'époque, du coup. Est-ce que Nash gagne parce que Jason Kidd n'a pas gagné en 2002? Parce que Jason Passe de Kidd, Duncan. il arrive à New Jersey qui sont en 26-56, ils sont pourris. Il arrive, ils sont en finale NBA. Il n'est pas MVP. Ouais. Nash, c'est exactement la même chose. Est-ce que du coup, il se dit, OK, on n'a pas donné à Jason Kidd parce qu'on lui donnait à Duncan, qui était même monstrueux à l'époque. Là, on parle d'une conspiration, en fait. Non, mais du coup, non, c'est pas conspiration, c'est du coup, comme lui, c'est que Kidd devait le mériter peut-être. Duncan l'a eu, mais bon, Duncan était monstrueux aussi. Que OK, Nash a fait la même chose que Kidd 3-4 ans auparavant. Exactement la même chose. Du coup, il va compenser lui pour pas carotte un meneur 2 fois de suite. C'est possible, hein. C'est possible parce que Duncan, il gagne ses 2 d'affilée là. De toute façon, le MVP, c'est comme James Harden. Des fois, tu te dis, il aurait pu le gagner avant et après, il l'a enfin eu. C'est dur, de toute façon, d'être MVP de la NBA. Il y a tellement de bons joueurs et chaque année, tu as 3-4 joueurs qui le méritent. C'est comme les All-Stars, tu en as 24. Chaque année, tu en as peut-être 30 qui méritent. Tu en as 4-5 qui se font carotte. Mais c'est ce qui fait que c'est dur et que quand tu le gagnes, il faut vraiment que tu apprécies parce que c'est dur.
Tu t'es déjà dit, Oui, un toi, truc. tiens, cette Vas-y. saison, je peux peut-être l'avoir? MVP de la saison? Ouais. Bah, moi, le plus près que j'étais, c'était 2013. C'est quand on fait une vraie saison avec les Spurs. Et là, je suis All-Star Quatrième, non? et j'étais deuxième au 20 points par match, ouais. 20 points par match et derrière LeBron. 7-6 en Mais le passe. problème, c'est qu'en mars, je me fais une entorse de la cheville et là, j'ai perdu après toutes mes chances. Mais le truc, c'est que ça aurait été dur parce que LeBron, il était incroyable aussi quoi, en 2013. Ouais, 2013, ouais. Pour Mais revenir sur Nash, 2013, en tout cas, c'est là où j'étais le plus longtemps, on va dire, dans le classement, tu sais, qu'ils font tout le temps là, des top 10 et j'étais deuxième pendant très longtemps. Des fois, ils me mettaient premier. Je me rappelle qu'il avait fait toute une page sur NBA.com. Il est temps de reconnaître Tony Parker à sa juste valeur. Ça me faisait bizarre de voir Ah, ça tu, par tu les l'as appris, Américains. tu l'as apprise par cœur, celle-là. Elle est imprimée dans les toilettes. Quand tu joues dans un pays des Américains, c'est chaud. Hein, C'est clair. c'est chaud. moi, je voudrais revenir sur Nash. Moi, j'ai toujours un problème avec Steve Nash. C'est qu'il a pas battu Macandu Massi, et ça, c'est un gros problème pour moi. Entre autres, voilà. C'est parce qu'à l'époque où vous tiriez la bourre, moi, honnêtement, je trouvais chaque fois que quand les matchs étaient chauds, bon, il y a la fois où il se fait agresser par Horry, mais ça, c'est un contre-exemple. C'est que j'ai l'impression qu'il a toujours voulu gagner des matchs importants en marquant plus, en disant je vais marquer un panier de plus plutôt que se dire je vais en encaisser un de moins. C'est un mec qui a toujours voulu gagner par l'attaque et qui n'a jamais su, même quand il restait 2 minutes, 3 minutes dans les money time, il ne s'est jamais dit c'est avec un vrai stop défensif qu'on va gagner. Et ça, ça m'a toujours cassé les couilles. Je pense pas que ce soit la faute de Steve Nash. Hein. Je pense que c'est la philosophie de Mike D'Antoni et c'est leur philosophie, c'était de gagner en attaque, d'avoir plus de possession. C'est leur philosophie. Après que t'aimes ou t'aimes pas, c'est comme ça. Nous, notre philosophie à San Antonio, c'est on défend. On défend et c'est la défense qui fait gagner des titres. Et c'est comme ça qu'on a battu Phoenix toutes ces années-là. C'est parce que quand il restait 2-3 minutes et qu'il fallait faire des stops, on arrivait à les faire. Et après, est-ce que quand vous jouiez les Suns de l'époque, clairement, vous dites Steve Nash, il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir les duels et vous l'agressiez. C'était quand même le maillon faible. Bien sûr, on voulait l'user. On voulait l'user. Moi, en attaque, je l'attaquais tout le temps. Pop, il annonçait beaucoup de systèmes pour moi, les séries contre Phoenix. Et puis après, moi et Bruce, on faisait moitié-moitié en défense, tu sais, pour le fatiguer. Bien sûr, c'était une des stratégies de l'user. Moi, il y a un truc avec Steve Nash qui m'embête, c'est au-delà des MVP et la deuxième saison, donc ce que je disais tout à l'heure, il y a plus de points sur la deuxième saison plutôt que la première. Non, c'est que en fait, le gros passage de Steve Nash, qui est incroyable en saison régulière, il n'est pas validé par une finale. Depuis tout à l'heure, on le classe avec Stockton. Stockton, il fait 2 finales contre Jordan. Ouais. Il les fait, ces 2 finales, avec des buzzer beaters en playoff et ainsi de suite. Steve Nash, il n'a même pas ce tampon des finales. Et quand on va parler aussi de Chris Paul à un moment donné, moi, ça m'embête qu'il ne soit même pas allé en finale une seule fois. Mais c'est le seul qui a plusieurs MVP qui n'est pas allé en finale. Hein. Ouais, ben ça, c'est cata, ça. Il y a plusieurs MVP. C'est le seul. C'est cata. Il descend directement, tu vois. C'est pour ça qu'on met Stockton avant. Parce que Stockton, à un moment donné, Erwan l'a dit, il savait, il a fait ce qu'il fallait pour gagner des matchs. Et ça se passait aussi en défense. À un moment donné, il est tombé contre meilleur que lui. Alors, je ne suis pas sûr que Phoenix ait perdu parfois contre des équipes meilleures que les Suns. Ouais. Intrinsèquement. Ah ouais. Le Jazz, il pouvait faire 15 séries de suite contre les Bulls de Jojo, il ne gagnait pas. Bon, après, là, on a toujours tendance un peu à défoncer Steve Nash. Il est important de dire que c'est un joueur fantastique. Oui. Quand on parle de pick and roll, de lecture de jeu, de passes inventées, d'une adresse incroyable parmi les meilleurs tireurs de lancer franc de l'histoire, si ce n'est le meilleur, peut-être dépassé par Steph Curry, un truc comme ça. Ouais, on l'avait fait il n'y a pas longtemps. Là, on cherche la petite bête, parce qu'on parle les meilleurs de l'histoire. Ah oui. Bien sûr. Les meilleurs de l'histoire, 50%, 40% à 3 points, 90 sous lancer franc. Mais tu vois, si on cherche le petit détail, on peut aller sur sa coupe de cheveux aussi à un moment donné, qui fait qu'il redescend un peu. Non, mais avec Steve Nash, je pense qu'il a baisé bien plus de meufs que toi et moi. Je sais pas, gros. Non, Steve Nash, on commence toujours avec les MVP. Moi, j'aimais trop aussi le Steve Nash de Dallas. Le Steve Nash il était très fort. Déjà. Il était All-Star à Dallas. Bien sûr qu'il était All-Star, bien sûr. Il n'est pas à partir de All-Star à l'époque. Il fait Phoenix, Dallas et il repart à Phoenix. Tout à fait. Et il a joué avec Jason Kidd, ce qui restera un duo titulaire backup totalement improbable. Nash, il va aux Lakers 3 ans. Non à la toute fin, mais il est pété. Oui. Avec son dos. Fin catastrophique. Ça aussi, tu vois, on parle de la fin, elle compte beaucoup. Et la fin, elle n'est pas belle. Hein. Mais comme pratiquement tous les grands, de toute façon, quand tu es cramé et que tu fais l'année en trop, j'ai du mal à leur en vouloir. Hein. Tu vois, on en parle souvent de ça. Il n'y a que Jojo qui se barre sur un tir. Ah non, il est quand même revenu, tu vois, il ne fait pas les playoffs 2 fois. Donc même Jojo rate sa sortie.
Donc, tout le monde peut la rater finalement. De quelle sortie tu parles aussi? Parce que Bah, celle des Wizards. La sortie des Bulls, moi. Ouais. Après, le mec, il a pris 9 retraites aussi au bout d'un moment. Ouais, tu m'étonnes. Il y a des mecs comme ça qui vous viennent. Tu as parlé de Chris Paul, Tom. Chris Paul qui est quand même. Non, j'ai parlé de Steph Curry, non? Ah, pardon. Steph Curry. Steph, du coup. Parlons de Steph, il faut. Steph Curry, il y a un truc, moi, qui m'embête. Enfin, qui m'embête. J'adore Steph Curry, je pense qu'on l'adore tous. Il a changé le joueur le plus adroit qu'on ait jamais vu dans l'histoire du basket. On parlait de sourire, lui aussi, dans un style complètement différent que Magic. Il a le sourire en lui. Moi, j'ai un vrai goût d'inachevé avec Steph Curry. Je ne sais pas comment se passeront les dernières années de sa carrière, mais qu'il ne soit pas MVP, qu'il n'ait pas réussi à, dans ces grands moments. Des finales, hein. Alors, MVP parfois, des finales. ouais, MVP des finales, bien sûr. MVP des finales. Moi, le titre de 2015 où Iguodala a son truc, ça m'embête. Je pense qu'il aurait dû encore plus le recevoir. C'est pas de sa faute. À un moment donné, moi, je l'ai vu faire des trucs. C'est pas lui qui vote, hein. C'est pas lui qui vote. En finale. Iguodala change la finale. Oui, non, mais d'accord. Mais comme. Tu parles d'un mec à 26 points sur qui tout est basé. Comme Pippen a changé des finales, comme Rodman change des finales en 96. Ou Gasol avec les Lakers. Pas autant l'impact Iguodala. Attends, ils sont menés 2-1 avec une équipe où le deuxième meilleur joueur, c'est Della Vedova. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il est bon. Et il met Iguodala dans le 5 et Iguodala change tout le jeu. Donc, c'était mérité. Alors, Steph, tu donnes à Steph, c'est pas injuste si Steph, il l'a. Mais il le méritait, Iguodala, c'est sûr. Moi, le gros problème que j'ai avec Stephen Curry, c'est les finales où ils perdent, où ils sont menés 3-1. Ils mènent 3-1, pardon. Ils doivent gagner. Et là, Draymond Green se fait suspendre. Et derrière, j'ai senti en lui ce truc. Tous les mecs dont on vient de parler, je vois des mecs, même si certains sont pas dans la finale, j'ai vu des mecs avec des visages fermés, des mecs avec la niaque, l'envie, des trucs de tueurs. Moi, quand il fait la finale où il perd 3-1, l'attitude de Steph Curry, je me dis, c'est pas normal. Comment tu peux être aussi fort et être que dans le kiff? C'est aussi une particularité. Magic Johnson était comme ça, dans le kiff. Mais là, Steph Curry, je pense qu'il a favorisé le kiff au résultat sur ces finales-là, 2016. Et c'est en ça que tout le monde a commencé à lui tomber dessus. Après c'est sa façon d'être, Steph Curry. Mais tu ne vas pas demander à un garçon qui joue comme ça depuis le début de sa vie, avec le sourire, en étant facile, en prenant pas les choses à la légère. Parce que pas à la légère. Il perd. Écoute, tu ne vas pas demander à un garçon de changer sa nature sur une finale NBA alors qu'il arrive en finale NBA en étant comme ça. C'est compliqué ce que tu demandes. Et pourquoi pas? Tu sais, on lui dit pas change ta nature pour 3 saisons. On dit que quand il reste 2 minutes 10, tu fais pas une putain de passe dans le dos de merde. Début d'émission, il y a début d'émission, Tony dit moi je suis arrivé à San Antonio comme ça, Popovic m'a fait évoluer comme ça. Et ça a marché. Donc les mecs peuvent aussi, surtout quand c'est pour gagner des titres. Messieurs, allez-y, nos amis qui connaissent la NBA. Moi, personnellement, j'adore Steph Curry. 2015, je suis d'accord avec Nico que Iguodala, il a changé quand même toute la finale. Donc, que tu le donnes à Iguodala ou à Steph Curry, les deux, ça ne m'aurait pas surpris. Après, les 2 autres titres, Kevin Durant, il était incroyable. Donc, ça ne remet pas en cause que Steph Curry, il n'est pas bon ou il n'a pas été bon en finale. Il a fait ce qu'il avait à faire, ces 2 finales-là. Après, 2016, c'est vrai qu'on peut dire qu'il aurait pu prendre l'équipe en main, sauver la finale, mais Kyrie Irving et LeBron, ils étaient tellement forts en 2016. Les deux là, incroyables. Parce que tu vois, et c'est dommage parce que le fait qu'il change trop d'équipe, maintenant, Kyrie Irving, tu vois, c'est dur de le mettre dans les meneurs. Mais pur talent, Kyrie Irving, il est très, très, très fort. Et ce qu'il a fait en 2016, parce que les gens, ils parlent beaucoup de LeBron, mais Kyrie, il est insolent. Il a des coronesses de malade. Et si tu re-regardes les matchs de 2016, et moi, j'aime bien les joueurs qui ont des coronesses, qui prennent des big shots, game 4, 5, 6 et 7, incroyable Kyrie Irving. Les matchs, ils sont à 40 et 40, là, tous les deux. Exactement. Non, mais c'est même pas les stats, c'est les tirs qu'il prend et la difficulté des tirs. Parce que moi, je sais que Klay Thompson, il défendait tout le temps sur moi. Il mettait tout le temps Klay, Golden State sur moi. Et Klay, c'est un très, très bon défenseur. Et Kyrie, il mettait des tirs sur lui, mais incroyables. Et donc, c'est pour ça que Steph Curry, je ne pense pas qu'on peut trop le critiquer sur des finales. C'est juste que les finales, c'était du haut niveau. Quand tu as Kyrie, LeBron James, Kevin Durant, tu as beaucoup de joueurs que si tu regardes dans le top 20, top 25 des meilleurs joueurs de l'histoire, tu en as quand même peut-être 4-5 dans ces finales-là. Donc, c'est pour ça que
moi, j'adore Steph Curry. Moi, j'aime bien Steph Curry en numéro 2 par rapport à tout ce qu'il a fait. 2 fois MVP, 3 titres. Je ne pense pas qu'on peut lui enlever juste parce qu'il n'a pas eu un MVP des finales. Tu vois, franchement, Steph Curry, C'est pas mal quand même. c'est quand même du très haut niveau. La deuxième saison où il est MVP, non mais il fait une saison extraordinaire. C'est-à-dire qu'il mettait 35-40 tous les soirs et à la fin, on n'était même plus surpris. Le match, il met 12 paniers à 3 points contre OKC. Après, toi, tu aurais voulu qu'il fasse la même chose en finale. Mais après, Non. quand tu arrives en finale, c'est du haut niveau, les finales. Hein. Et sans parler des stats en finale, je trouve que pour un mec qui, tu vois, c'est le numéro 1, c'est lui le leader quand même des Warriors. Et je trouve que Draymond Green, on sait tout l'apport qu'a Draymond Green dans le vestiaire, dans la tchatch et dans le jeu aussi. Ben, le match où il se suspend, tu vois, où il est suspendu, derrière, j'ai l'impression qu'il se casse un truc que lui n'a pas réussi. Moi, c'est final. Moi, j'adore vraiment Steph Curry. Je trouve que je le mets numéro 2. Et encore, sa carrière n'est pas finie. Et j'attends avec impatience la saison prochaine parce que je pense que les Warriors, la saison prochaine, ça va être une brave galère à jouer. Mais ces finales, je me suis fait putain de merde. Tu vois, tu pouvais écrire un truc encore plus beau. Voilà. Tu vois, comme tu dis, on est dans les petits détails. Et dans les détails, il y a personne qui est leader d'une équipe, 3 fois champion, 0 fois MVP. Tu vois, on pinaille, hein, clairement, mais ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Tu peux pas être comme sur qui se base un système. Tu vas 3 fois champion, pas un titre au hasard. Hein. Ok. Après, Tom, si tu regardes des mecs qui ont été MVP des finales et qui ont des chiffres en deçà de ce qu'a fait Steph Curry sur les finales NBA. Bien sûr, mais je te dis pas le contraire. Mais il n'empêche, je te parle d'un mec, je te parle pas des autres. Évidemment qu'il y a des joueurs qui, lorsqu'ils sont MVP des finales, on peut penser à Kawhi en 2014, qui devient le Kawhi qu'on connaît un peu plus tard, Iguodala, James Worthy, que des vrais gars, hein, mais qui, par rapport à tous les autres noms que tu peux mettre à côté des MVP des finales, eh ben, ils sont un tout petit peu en dessous. Mais Steph Curry, c'est une énorme tâche qu'il ne le soit pas. C'est pas fini. Mais surtout que Steph Curry, ce ne serait pas surprenant de le revoir en finale et qu'il soit MVP. Elle n'est pas finie, sa carrière, oui. Elle est loin, c'est pas fini. Sa carrière, hein. Mais good inachevé si ça se termine sans autre titre de MVP des finales. Tu vois, enfin, ce serait un énorme good inachevé parce que pour moi, il était dans la lignée pour être un jour le meilleur meneur de tous les temps. Sachant qu'il y a un autre truc que je regardais vite fait, il est 6 fois All-Star. Par exemple, Magic est 12 fois All-Star. Il est 2 fois moins All-Star que tous les meilleurs joueurs de son poste. Mais son début de carrière est plus avec des blessures. Ah oui, mais c'est pas ma faute, ça. Il y a un truc. Et Tony, dis-moi, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, mec, les mecs gagnent. Gagner, c'est compliqué. Comme tu dis, les Warriors, on s'était dit, putain, ils vont gagner 10 d'affilée. Finalement, ils en ont 3, mais gagner 3 titres, c'est énorme. En 5 ans. C'est énorme. Pas contre la meilleure équipe de tous les temps. Ouais, mais elle est construite comment, cette équipe? Elle est construite grâce à lui, grâce à Thompson, et les mecs, parce que derrière, ils s'éclatent à jouer avec ces mecs-là. Pourquoi les mecs, ils se disent, putain, mais j'ai envie d'aller jouer avec Steph Curry? Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais bien sûr. Mais... T'as dit que Golden State, c'est la meilleure équipe de tous les temps? C'est ça que t'as dit? On peut discuter du fait que les Warriors 2017-2018 avec KD, ils sont peut-être la meilleure équipe. Il est tombé sur la mauvaise personne là pour dire. Moi, de toute façon, j'ai 3 équipes, je les mets sur un podium. Je vois forcément les Bulls, on va dire Bulls 96, Warriors 2017-2018 avec KD et Lakers 2000, Kobe et Shaq quand le Shaq est pas trop. Regarde bien le 19 avril sur Netflix et on en reparle. Okay, justement, avec grand plaisir. J'ai hâte de regarder. En France, c'est le 20 avril. Tu vois, je vais regarder. Mais il n'empêche, je dis qu'il y a débat en tout cas que les Bulls 96 peuvent se faire taper par les Warriors 2017-2018. Ils peuvent se faire taper sur une série. Après, on ne saura jamais. Hein. On ne saura jamais. Mais... C'est de la science-fiction, ça. Ouais, mais c'est ce qu'on aime. Steph Curry, pardon. Moi, je te dis, Comment vous voyez d'ailleurs, on va en profiter, l'année prochaine, les Warriors ont fait quelques moves, ils ont amené Andrew Wiggins, ils pourraient récupérer un très haut choix de draft. Curry va revenir, Thompson va revenir. Dès l'année prochaine, on peut imaginer que les Warriors soient un contender, voire plus. J'ai du mal à voir Wiggins, c'est leur premier choix de draft, jouer aux Warriors l'année prochaine. Ils vont trader pour une star? Ils vont faire un package, ils sont obligés. T'imagines qui? Tu veux qui? Quel genre? Quel poste? Pas quel poste, mais quel. Kawhi, il va faire toutes les grosses équipes année par année. Non il veut pas venir, LeBron? Par Wiggins, par premier choix de draft chez eux. Peut-être que je les vois faire un gros package trade en fait. Mais alors quel profil? Pas un joueur, quel profil? Tu voudrais voir quoi? Un poste 4, un pivot, un poste 3? Il y a Draymond Green, il leur faut un 3. Ouais, j'en sais rien. Peut-être. Vas-y, dis-moi. Un 3-4, parce que tu peux mettre Green en 5 maintenant, vu comment la NBA va. Donc. Ah oui. Si PJ Tucker il joue pivot, Draymond Green, il peut jouer pivot. Je sais pas qui, mais faire quelque chose. Quoi.
Je sens que tu n'as pas le droit de le dire. Alors vas-y, dis-moi, Non, Steph, non, tu voudrais j'en avoir sais qui? rien. Non, mais parce que j'en sais rien du tout. J'en sais strictement rien. En plus, c'est vrai, mais quel type de joueur, je sais pas. Anthony Taylor, ça serait pas mal. Mais Tu fais ça, tu fais Wiggins, premier choix de draft. T'imagines le retour de Wiggins On voit Wiggins à comme Minnesota. Vous voyez qui, vous, sinon? Un autre, enfin, je sais pas, un gars, ouais, pourquoi pas une star, hein, mais qui? Quel genre de joueur aux Warriors? je sais pas, mais c'est un truc qui aidera Stephen Curry à avoir son titre d'MVP des finales. Bradley Beal, ça fait embouteillage quand même sur le poste. Ouais, embouteillage. Je sais pas, attends. Parce que pour Wiggins et un premier choix de draft, un top 3, tu peux avoir n'importe qui dans la ligue. Bon, à part les mecs qui veulent vraiment pas bouger. Hein. Mais donc, du coup. Tu prends le big man qui était à Memphis, là, qui n'a pas pu jouer, je ne sais plus son nom. Wiseman. Et voilà. Et tu peux avoir Bien sûr. Tu peux avoir un terme, hein. Tu renvoies Wiggins à Minnesota. Ouais, tu fais monter un truc à 3, un truc comme ça. Je sais pas, je réfléchis à des gars incroyables que tu pourrais, ou alors un vrai intérieur ou un vrai ailier très très fort. Il y en a en NBA, mais je vois que personne n'a d'idée. Bravo le GM. Yanis Antetokounmpo aux Warriors. Non, mais gros, je viens d'en avoir une, moi, d'idée. Ouais. Quand tu vois que Philadelphie se marche sur les pieds avec Harris, Simmons, Embiid, est-ce que tu sais pas d'aller récupérer Ben Simmons? Avec Draymond Green? Ils ont le même profil un peu, non? Je suis pas fan. Tony, t'as pas la remballé non plus. Non, parce que ça fait trop de gars qui tirent pas bien. Et donc, ça va faire embouteillage pour Steph Curry et Clay. Dans la raquette, ça va. Ouais. Ouais, pas faux. Ou alors, après, la Philadelphie, je pense qu'ils ne la laisseront jamais. Sinon, tu vas essayer de récupérer Embiid. Hein. C'est impossible. Gros, tu lâches Wiggins et un premier choix de draft. Et Ouais, tu le problème, c'est que Wiggins, ça fait. Laisse partir Embiid pour ça. Après, Wiggins, on connaît, il peut mettre des pions, mais ça fait quand même quelques années qu'on attend qu'il décolle, il décolle pas. Et puis le premier choix de draft, quoi qu'il en arrive, même si c'est le numéro 1 ou le numéro 2, c'est quand même une pièce que tu jettes en l'air. Tu n'as aucune certitude sur ce mec-là. Donc tu vas laisser partir Joel Embiid, qui est peut-être le pivot le plus dominant de la ligue, sur un mec qui a du mal à percer depuis 3-4 ans et un gars que tu ne connais pas. Sur cette draft, il n'y a pas de Zion Williamson. Hein, oui. Mais le constat, c'est que ça ne marche pas à Philadelphie. Hein. Tu vois, enfin, ça ne marche pas. Hier, je regardais quand même, ils ont le meilleur bilan à domicile de la saison. C'est juste. Bon, bref, à l'extérieur, ils sont cata. À l'extérieur, ils sont cata. Ok, reprenons un petit peu notre débat sur les meneurs. Il y a un mec dont on n'a pas parlé, c'est évidemment Chris Paul, meneur par excellence dans le profil. Mais pour le coup, Tony, tu es bien placé pour savoir, mec qui n'a pas gagné parce qu'en plus, tu l'as souvent tapé. Mais pareil, Chris Paul, meneur incroyable, super talentueux, peut tout faire sur un terrain, vraiment un leader, un des meilleurs défenseurs de la NBA. Mais après, c'est comme comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont toujours tombés sur nous et ils nous ont jamais battus. Donc après, c'est toujours difficile de juger un joueur si tu n'as pas gagné de titre. C'est dur. On a vu qu'avec il rentre dans la catégorie des Steve Nash, John Stockton. Avec Tony, ils sont pas loin de taper. On a vu qu'avec Harden et Houston, quand il arrive la première année, le duo, avant qu'il y ait un peu de friction sur la ligne, le duo, il est incroyable. Ils auraient dû gagner cette série. Ils auraient dû gagner. Ils ont déconné. Ils auraient dû gagner. Comment on t'entend pas? Tony, Tony, on sait que Chris Paul, il est venu dans la ligue en disant Tony Parker, c'est un peu mon padré, mon mentor. Il y avait une vraie filiation entre vous. Oui. Honnêtement, toi, vis-à-vis de Chris Paul, est-ce qu'intrinsèquement, tu te sens plus fort que lui? En fait, pour moi, c'est toujours difficile de juger, on va dire, moi, par rapport aux autres meneurs. Moi, je préfère les autres gens décider de ça par rapport à la carrière que tu as eue. Après, moi, quand j'étais en NBA, bien sûr que je me considérais comme le meilleur meneur de la NBA. Parce que si tu ne te considères pas le meilleur, comment tu veux jouer contre Chris Paul ou Steve Nash, les meneurs qui étaient ma concurrence directe pour gagner des titres? Bien sûr que moi, je me trouvais meilleur. Mais maintenant que j'ai terminé ma carrière et que tu peux juger par rapport à l'histoire et tout ce que j'ai fait, je préfère les autres gens maintenant décider des classements, on va dire, des meilleurs meneurs de l'histoire. Même si je sais que moi, j'ai été peut-être un des joueurs, on va dire, les plus sous-cotés toute ma carrière parce que je ne suis pas américain, tout ça, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Je ne t'appelle pas Jérôme Durand non plus. Hein.
Mais après, voilà, comme Chris Paul, c'est un ami. Moi, j'ai toujours respecté Chris Paul et pour moi, c'est un des meilleurs meneurs de l'histoire pour moi. Justement, j'avais une question. Chris Paul, il a quand même une réputation d'être un sale mec. C'est ce qui se dit. Donc, Sur toi, le terrain ou en toi, tu dehors? vas me dire le contraire parce que vous êtes potes, j'imagine. Est-ce qu'il y a des mecs, on sait que toi, tu n'es pas trop dans le trash talk. Est-ce que tu t'es déjà brouillon sérieux avec des mecs sur le terrain, avec des joueurs, tu sais que tu les rencontrais, tu savais que ça allait mal parler, il y avait vraiment une vraie tension? Non, pas vraiment un mec en particulier. Nous, c'était plus la rivalité, on va dire, avec les Dallas Même pas Mavericks. Gary Payton au début. Ah, j'appellerais pas ça genre on s'est embrouillé. C'est moi qui faisais le malin, qui sortais une petite phrase parce que j'étais chaud, tu vois. Mais non, franchement, Gary, moi j'ai beaucoup de respect pour Gary Payton et pareil, on n'a pas beaucoup parlé de Gary Payton, mais pour moi c'est un des meilleurs meneurs de la NBA et il rentre dans la catégorie des Steve Nash, John Stockton, Chris Paul. Tu sais, il a fait une finale. Il a un titre. 2 finales Il a un titre. Il a un Finale. titre. 3 finales, 3 finales. Avec les les Lakers. avec Lakers. les Lakers. Ouais. Et les Lakers, 3 finales. Ouais, les Lakers, j'allais dire Ah deux. oui. Je sais qu'il a un titre, mais tu sais, les mauvaises langues, ils vont dire ouais, mais c'était plus lui, tu sais, qui portait l'équipe, tout ça, il n'était pas All-Star, tout ça. Mais pour moi, Gary Payton reste dans les meilleurs meneurs de la NBA. Quand tu regardes combien de fois il a été All-Star, combien de fois il a été meilleur défenseur de la NBA, hors l'NBA pendant C'est je le sais pas seul combien. meneur meilleur défenseur de l'NBA. Ouais. Donc pour moi, Gary Payton, tu es obligé de le mettre dedans parce que il a quand même gagné un titre, que tu veuilles ou non. Il a gagné un titre. Il gagne le shoot de la victoire au match 4. Parce que s'il ne met pas ce tir-là, Dallas, Il met les tirs importants, exactement. Ouais. Dallas a susceptible de peut-être être champion. Donc il met Exactement. le Wade et Et chaque Tony, le gros tir, c'est lui qui le met. Hein. C'est Gary. Ouais. Tony, Ouais, tes exactement. premiers playoffs, tu te souviens contre qui c'est? Mes premiers playoffs, ouais, contre Seattle, contre Gary. Ouais, Ouais. Et c'est là que quelque part tu commences à te faire un blaze aussi. ouais bah là, c'est la, Moi, c'est je me la souviens de première fois. ce cross sur Payton là où tu vas finir derrière là. C'est tes Moi, premiers je pense playoffs que face à, c'est après face cette à. série-là que les gens ils m'ont pris, on va dire qu'ils m'ont pris au sérieux. Et même mes coéquipiers, j'ai vu que Pop, Duncan, David Robinson, ils me regardaient autrement. Une fois que j'ai bien joué contre Gary Payton, que j'ai montré que j'avais des coronets en playoff, je mettais tir important. Je pense que j'ai changé de statut en fait après cette série-là. Steph, toi, The Glove, ça te parle? Pardon? Tu parles pas anglais, pardon. Steph, le gant, ça te parle? Ah, The Glove. Ah, The Glove. Oui, oui, ça me parle, ça me parle, ça me parle. Bien sûr, adolescent, le duo avec Sean Kemp, cette grande bouche toujours en train de parler. Bon, j'ai kiffé, mais c'est bizarre que personne n'ait eu. On a parlé de Chris Paul, on a parlé de Gary Payton. Jason Kidd, il n'est pas au même niveau que ces mecs-là? J'arrivais. On n'est pas dans l'ordre, hein. Attention, c'est important de le dire pour les gens qui nous regardent. Là, vous voyez bien, c'est une discussion comme si on était à table. Il n'y a pas d'ordre, à part Magic en premier. Après, derrière, on débat D'accord, ok. de tout. On fait comme ça, on égrène comme ça les noms des joueurs, mais il n'y a pas de classement. On verra à la fin, on se fera un top 3, top 5 chacun. Très bien. Mais pour revenir sur Gary Payton, j'ai juste une question parce que j'ai complètement oublié ça de ma tête. C'était un grand tireur à 3 points, Gary Payton? Correct. Correct, ouais, correct. Il était capable. Capable. Moi, ce que j'adorais, c'est qu'il faisait tout le temps des post-up. Il postait tout le monde. Oui. Ouais, de ouf, Oui. de ouf. Avec épaule, il mettait des coups d'épaule de ouf. C'est un Et ouf. des post-up toniques. Tu vois pas de pato là. Énervé, Il est bien énervé. tonique, tu vois pas? Il avait Oui, des vrais moves, post-up hein. énervé. Il avait des vrais moves. il régale. Ouais, Gary Payton, c'est un vrai gars, mais c'est vrai que, tu sais, on met toujours en avant les super attaquants, Steve Nash. Gary Payton, sur son poste, c'est le meilleur défenseur, donc déjà d'office. Et rien que pour ça, il doit quand même être dans la discussion des top 5 et ainsi de suite. Parce que tu ne peux pas être aussi fort des deux côtés du terrain, avoir une aussi grande gueule, avoir aussi marqué la NBA sans la gagner. Parce que dans cette époque de trash talking à foison, bah, c'est souvent lui qu'on met en avant pour parler des insultes kata sur les terrains. Moi, pour moi, Gary Payton, il est clairement du niveau. Il est peut-être pas intrinsèquement, tu vois, par rapport à Jason Kidd, par exemple, que je trouve, Jason Kidd est plus fort, mais il est dans la conversation au vu de sa carrière. Large. Ça a été un bon vétéran. C'est-à-dire, sur la fin de carrière, on parlait avec le titre avec Miami. Tu vois, c'est ces mecs-là, comme Sam Cassell, moins fort, mais dans le truc de ces mecs-là, c'était bien de les avoir en fin de carrière dans ton effectif quand tu voulais gagner un titre. Et ça, moi, tu vois, pareil, ça, c'est des trucs que tu rajoutes en plus. On n'est plus dans t'es le leader, tu as tous les ballons. Mais hop, tu es là, on te donne 15-20 minutes. Mais c'est cool quand on veut gagner un titre d'avoir parce ce qu'il mec-là. défendait bien. C'était un bon défenseur. Il était physique. Tu sais que tu n'allais pas te faire dominer à ce poste-là. Il avait toujours un ascendant, on va dire, psychologique sur la plupart des meneurs. Et donc, c'était important. C'était un vrai général. Steph, tu voulais qu'on parle de Jason Kidd.
Ouais, alors déjà parce il a été champion avec Dallas, donc ça me touche. Non, parce que c'est un mec aussi, on parlait de mecs qui ont su se réincarner. Jason Kidd, au début de sa carrière, sur le tir à 3 points, c'est un peu cata. Maintenant, il est dans les classements des meilleurs, des mecs qui ont mis le plus de tirs à 3 points en carrière. Époque où Jersey, Kenyon Martin, le duo Jason Kidd-Kenyon Martin, il est exceptionnel, une qualité de passe. Un des premiers meneurs aussi, après Oscar Robertson, a envoyé quelques triples-doubles, fort rebondeur. Et puis il a su évoluer dans son jeu. Jason Kidd, c'est quand même un vrai patron de la NBA, un vrai grand, un tout grand. Et là où il est fort, c'est pour toi, Erwan, c'est que la seule bonne saison des Knicks dans la décennie, c'est quand il joue là-bas. Ça commence à remonter. Sachant qu'il avait fait cette série incroyable de je sais pas combien de matchs sans marquer aussi, hein, on s'en souvient. Il a envoyé des parpaings, le pauvre enfant là, il a envoyé des parpaings, mon ami. Il était cramé, Comme tel, mon frère. Tony, tout à l'heure, je te disais, ton premier tour de playoff, c'est face à Gary Payton, et tes premières finales NBA. Jason Kidd, cadeau. Hein. Bah pour moi, Jason Kidd, moi je rejoins Steph sur ça. Hein. Pour moi, Jason Kidd, il est dans le top 5 des meilleurs meneurs de l'histoire. Super passeur, a su évoluer son jeu, la longévité incroyable. Tu le mettais dans n'importe quelle équipe, comme Nico il vient de l'évoquer, ils étaient en playoff New York, une des meilleures saisons. Et un des meilleurs shooters à 3 points vers la fin de sa carrière. Et pour moi, Jason Kidd, un des meilleurs défenseurs. Il pouvait défendre sur les 1, sur les 2, sur les 3. Jason Kidd était très, très costaud. Tu essayais de le tenir en contre-attaque, mais c'était impossible. En relance, il était très, très, très costaud. Un des meilleurs joueurs de relance à la Magic Johnson. Donc, si tu mets Magic Johnson, meilleur meneur, Jason Kidd, il n'était pas loin de lui au niveau de la relance. Il y a un truc avec Jason Kidd qui est marrant, c'est que c'est pas un gars qui passait ses mecs en rapidité. Tu vois, il n'avait pas ce truc de, tu vois, bon, toi, Tony, par exemple, tu vois, tu es là, il y a un gars qui en défend un contre toi, boum, tu vas le passer soit sur un cross, je sais pas, en vitesse. Jason Kidd, tu as l'impression qu'il passait jamais les mecs. Il est toujours entre deux, mais donc du coup, ça demande d'avoir une dextérité et de la finesse pour tirer, pour trouver des angles un peu plus difficiles. Et on a tous ce tir incroyable, c'était en 2002, en finale de conf. Contre Détroit. Contre Détroit, le tir à 0 degré, là, en fade away. Mec, c'est des tirs, tu vois, quand tu l'as vécu en direct ou à l'époque, tu vas t'en souvenir pendant toute ta vie. Tellement c'est un tir extraordinaire. Un peu comme un Folland, quoi. C'était comme Doncic, un peu, si tu veux comparer. Faut dire au gars. Il est costaud, mais il passe quand même. Donc, il était vraiment dur à jouer, quand même. Et dernière, attends, il y a un truc quand même, parce que quand on parle de Jason Kidd et qu'on parle de Tipeee, vous avez quand même failli jouer ensemble ou être transférés ou pas jouer ensemble d'ailleurs. Je me rappelle comme si c'était hier, un pop qui m'appelle dans son bureau, qui me fait bon, Tipeee, il y a des trucs qui vont sortir, des rumeurs, on va prendre Jason Kidd. Donc je dis bon, ok, donc vous allez me transférer où? Et il me fait non, je veux que tu joues avec Jason Kidd. Vous allez jouer ensemble et tout, on va jouer avec 2 guards et tout ça. Et c'est clair, j'ai failli jouer avec Jason Kidd. C'était beau ça. Ouais, il voulait jouer avec moi, Jason Kidd et Manu. Il voulait jouer avec les 3 en même temps. Pas mal. Bonne petite équipe de 3-3. En plus, ça tombe bien, c'est un sport olympique maintenant. Moi, j'avais une question qui me travaille depuis longtemps. Tu as joué Kidd. La finale d'après, tu joues Billups, qui est au sommet de son art, qui est pareil, qui est quand même, par rapport à toi, pour ta vitesse. Là, tu as affaire à un buff physique sur lequel tu en as plus chié. Les deux, c'était des bons défenseurs. Les deux. Et en plus, Détroit, ils avaient une des meilleures défenses, si ce n'est, je crois, cette année-là, la meilleure défense de la NBA. Et franchement, les Pistons en 2005, c'était des vraies finales. Et Chauncey, c'est un bon défenseur. Mais moi, ce que je kiffais avec Chauncey, c'est qu'il était tellement clutch. Et d'ailleurs, c'est son surnom, hein, mais il était tellement calme dans les moments à pression. Et c'est vrai que les gens, ils ne parlent pas beaucoup de Chauncey quand on parle des meilleurs meneurs de la NBA. Mais moi, j'ai joué en même temps que lui. Et franchement, Chauncey, c'était la grande classe. Hein. Grande classe, super sur le terrain, pas dirty. Et il était calme sous la pression. Et Détroit, ils ont fait quand même quelques finales. Et il a gagné MVP des finales aussi. Chauncey, c'était vraiment un bon joueur. Hein. 6-7 fois All-Star. Enfin, il fait quand même une vraie carrière. Quand même, il a du mal à la commencer, sa carrière. Il ne s'installe pas quoi, entre Minnesota, Boston. Il a du mal à trouver sa place. Une fois qu'il a trouvé sa place, après, on sait ce que… C'est pas un petit joueur. Il était quand même 4e choix de draft. Hein. Ouais, il est drafté haut, ouais. Non, mais après, il a du mal, ça marche. Il ne s'installe pas. Enfin, c'est Minnesota, c'est Boston.
Minnesota, Non, c'est Boston qui le draft. Minnesota, Boston qui le draft. Minnesota et Boston. Les On gars, aurait ça pu fait- imaginer quand même un trio, vite fait avant d'enchaîner Erwan, on aurait pu imaginer un Chauncey Billups, Paul Pierce, Antoine Walker, début 2000 à Boston pour relancer les Celtics, ça aurait pu être lourd. ils avaient Kenny Anderson à la place, écoute. Ouais. Bon, les gars, on va finir par un quiz parce que Tony, c'est Ah là. oui C'est là. Avant ça, il y a quand même des mecs que je dois citer. Oui. Émeric Jeannot. Rajon Rondo. Rajon Rondo, quand même, dans son style. Moi, Gilbert Arenas, mec. Gilbert Arenas. Mike Bibby. quand même. Hein? Mike Bibby. Mike Bibby. Vrai gars. Ross Strickland. Dites-moi des noms. Hein, mais- Les anciens. Ouais, des mecs qui nous ont fait kiffer, qu'on peut citer parmi le Kevin top, Johnson. top 25. Kevin Johnson, il mettait des tomards sur les pivots. Kevin Johnson, KG. Johnson. Bob Cousy. Bob Bob Cousy, bien sûr. Arenas, ça vous a pas fait kiffer, Arenas? Incroyable, Arenas. Archibald. Tipeee, t'as pas l'air emballé. T'as pas l'air emballé par Arenas. Arenas, pour moi, c'était pas vraiment un meneur, quoi. C'est pas vraiment- Combo, à 2 scoreurs. Ouais, c'était pas vraiment un meneur pour moi. Il avait tous les ballons. C'était pas un leader, tout ça. Il scorait, ça c'est sûr. Il scorait, hein. Mais il emmenait pas son équipe avec lui. C'était pas un leader. Et Nico, il vient de dire un nom là, Tiny Archibald. Il a Chebal. C'est le seul qui a fait meilleur score et meilleur passeur la même saison. La même saison, ouais. Très très fort, Tiny Archibald. Et il a gagné le titre en 80 avec Larry Bird. Walt Frazier aussi. Bien. Walt Frazier, Walt Frazier, dans les années 70 et 73, là, quand les Knicks ils gagnent, non, c'est sûr. Penny Orlando. Penny, Orlando. Ouais. Penny Hardaway, moi j'adore. Mais c'est dommage, il la longévité. Il n'a pas la longévité. Ouais. Mais Ouais, Penny Hardaway, il avait tout pour être un des meilleurs meneurs d'histoire, ça c'est sûr. Baron Davis, Golden State. Baron Davis. Quel mutant, quoi. Tim Baron Hardaway. Davis, incroyable. Tim Hardaway. Moi, Bien sûr, senior. J'aimais bien Tim Hardaway aussi. Ouais, très fort. Et c'est vrai qu'on est aussi dans l'ère des meneurs de jeu. On n'a jamais eu autant de densité sur le poste. Et pourtant, t'as pas à part Steph Curry, tu n'as pas de meneur de jeu première option qui gagne des titres. Après, qui va être Hall of Fame? Steph Curry. Steph, Westbrook. Chris Paul, Westbrook. Harden. Chris Paul, il va y aller. Hein. C'est un 2. Non, mais Harden, ouais. Kyrie, il ira. Kyrie, il ira pour deux trucs. C'est qu'il est incroyable en finale. Et puis, si Team USA compte, il est MVP en 2014. Il est MVP. Hein. Donc, Et il s'est passé, ça compte, hein, tout ce que tu fais à ouais, c'est ça, on est d'accord. À l'international. Toutes les médailles que tu gagnes, tout ce que tu fais à l'international, ça compte. Pour finir sur les noms, je voudrais reparler d'un truc avec Tony. À l'époque, quand j'étais chez toi pour les finales, je t'avais posé la question et tu m'avais dit le meneur de jeu à l'époque, hein, contre qui j'ai plus de mal, c'est Deron Williams. Ah oui, putain, on l'a même passé. Ah, mais Deron Williams, pour moi, très fort. Mais après, le problème, c'est la longévité. Oui. Après. Parce qu'il a fait une finale de conférence. Il a fait une finale de conférence contre nous en 2007. Mais le truc, c'est qu'après, si on compare, parce que là, on cherche la petite bête, hein, on est tous d'accord, hein, parce que c'est tous des joueurs extraordinaires. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la longévité avec lui. Mais Deron Williams, à l'époque, hein, t'hésitais entre Chris Paul et Deron Williams. Hein, tu ne savais pas qui prendre. Hein. Les deux, il avait tout. Hein. Il était costaud, passeur, il shootait à 3 points. C'était un meilleur shooter que Chris Paul. Il était même en avance que Chris Paul dans NBA. Hein. Et si tu regardes, Chris Paul, il n'a jamais fait de finale. Maintenant, il en a fait. Il a fait une finale de conf. Non, mais je dis avant, tu sais, quand tu comparais Deron Williams et Chris Paul, Deron Williams, il avait fait une finale de conférence, Chris Paul, il l'a fait. Ouais. Et donc, tu te disais, Deron Williams, pour l'instant, il est devant, quoi. Mais après, il n'y a pas la longévité, donc Chris Paul terminera devant lui. Mais c'est vrai que Deron Williams, il était très, très bon. On sait la dernière question. Il n'a pas été blessé, quoi. On sait ce qui s'est passé pour qu'il rentre dans le rang comme ça. Blessé, les chevilles, il ne pouvait plus, il est cassé, et donc il a décidé de ne pas continuer. Ok. Ouais. La dernière question pour les meneurs de jeu, c'est la plus importante. C'est quelle position pour Tony Parker parmi les meilleurs meneurs de l'histoire? La première réponse, ce sera celle de Nicolas Batum. Moi, je dis top 15. Top 15, ok. Avec qui d'autre? C'est ça le truc. Et par rapport à des Chauncey Billups, il est MVP des finales. Il est plus de fois star. Ouais, champion. Et le truc, c'est que c'est un peu comme lui, Manu et Duncan. C'est le meilleur trio de l'histoire au niveau des chiffres.
Donc, tu dois, ces trois-là, c'est-à-dire que ces trois-là, voilà, ils ont fait quelque chose dans l'histoire de ce sport de la NBA qui n'a jamais été fait. Donc, ils doivent être tous les trois dans le top 15 de leur poste. Rien que par rapport à ces trucs-là, en fait. Ils ont créé une dynastie en étant les trois meilleurs piliers à chaque fois. Ok, Steph, 15e. t'as 14 noms à mettre avant? Ouais. Ah bon? Bah, de tous ceux qu'on a cités, je mets Tipeee en 15. Et je le mets devant, je le mets devant Chauncey Billups, je le mets devant Dennis Johnson, je le mets devant des noms comme ça. Et qui tes Ok. 14 autres noms? Ouais, parce que là ça, tu m'as sorti un 15e. On va pas refaire Qui l'émission. est dans le top T'as une 10 liste des ou meilleurs pas? marqueurs des playoffs et des Attends, passes? putain, mais J'ai tu pas me vu manques les des 14 arguments, noms, là. Erwan alors? Combien? Justement, et là, boum, j'ai bossé. Le truc avec Tipeee, comme tu l'as dit, il est pas ricain et tout. Et quand tu regardes ses stats sur sa carrière, tu vois la longévité, des stats en saison régulière de très haut niveau, un Fall-Star. Et après, il y a un truc en haut sur ESPN, tu fais clac, tu fais post-season. Et là, tu te rends compte qu'il y a quasiment autant d'années, à part la dernière saison à Charlotte, tu as autant d'années de joueurs, autant de campagnes de playoffs. Et là, tu vois que les stats sont encore meilleurs en saison régulière. Tu ajoutes à ça qu'il est 9e meilleur scoreur de l'histoire des playoffs. Et ce n'est pas nous, Français ou Ricains, qu'on va dire que les playoffs, c'est une autre vie. C'est une vie qui appartient qu'à l'excellence. Donc moi, je ne le mets pas top 15, je le mets top 10, peut-être juste à la fin du top 10, mais je le mets parce que les playoffs, il est MVP des finales. Et quand je regarde les finales 2000, il est à 2 doigts, à cause de ce chien de Ray Allen, d'être MVP des finales en 2000. Oh, mon deuxième trophée de MVP qui m'est passé sur 2003 points de. Et en Avec 2014, ce deuxième trophée, t'es 7e direct dans le classement de Steph. Thomas, j'étais à ça d'avoir le deuxième. Je sais. Mon deuxième. Ah, on aurait été ça, fiers. Bob Stark, le train de retard. Gros. Mec, et en 2014, ils sont encore des finales avec des matchs à 20 1 et tout. Donc Tu sais voilà, qu'en 2014, je suis meilleur marqueur, meilleur passeur de l'équipe. Hein. Mais ils l'ont donné à Kawhi, c'est comme Iguodala, tu vois, ça aurait pu être nous deux. Alors que 2014, c'est moi qui est All-Star, mais tu sais, ça se joue à rien après, c'est pas moi qui vote. Hein. donc voilà, on est quand même avec 4 titres NBA, un MVP. Et puis je te dis, alors peut-être qu'intrinsèquement, effectivement, il y a des joueurs dont on a parlé qui. Ah, j'aimerais rajouter avec Stephen Brun, s'il prend des stats de saison régulière, pourquoi j'ai des meilleures stats en playoff, c'est que je jouais plus. En saison régulière, on se faisait carotte à chaque fois. J'ai l'impression que je t'ai vraiment mis le seum en disant numéro 15. Mais tu pourras te rattraper. On est là pour argumenter. Donc, C'est vrai. je lui dis, Après- qui tu mets devant moi de top 15? Dis-moi. Parce que moi, j'aimerais savoir. Dis-moi qui tu mets devant moi. Ah, tu veux le nom des joueurs? Bien sûr, on est là pour argumenter. Sinon, c'est pas fun. Sinon. Très bien. Alors, Magic Johnson, tu acceptes? Un. Bien sûr, j'adore Magic. Stephen Curry, tu acceptes? Ouais. Même s'il a moins de titres que moi. Mais Oscar Robertson, tu acceptes ou pas? ouais. Après, ouais, vas-y, Oscar. Isaiah Thomas, Ouais. John Stockton, Ouais. Ok, Jerry 5. West, que je mets meilleur de jeu. Vas-y. Quand ça t'arrange, apparemment. Ça m'arrange. Lingard la semaine dernière. Tu l'as mis quoi la semaine dernière? Il était deuxième dans son classement la semaine dernière. Ah, je crois qu'en carrière, il joue plus meilleur de jeu que Ouais, mais frérot, carrière. Mais non, le Bon. meneur, c'était le petit Babtou, là. Ulrich. Goldrich. Voilà, Goldrich, exactement. Ok, vas-y, je te l'accorde. Mais non, mais c'est pas moi qui. Je te l'accorde. Vas-y, Steph, continue, régale-nous là. T'es assis, Steph. T'es assis. Steve Nash. Alors, moi, perso, je vais dire non, c'est sûr. Ok, Parce que moi, je très l'ai bien. battu à chaque fois et je lui mettais Ok. 30 points à chaque Ok. fois. Donc, moi, je vais dire non. Très bien. Chris Paul. Pareil, je vais dire non. Ok. Jason Kidd. Il a même pas fait de finale de conférence. Jason Kidd. Jason Kidd, c'est là où. Vas-y, je te l'accorde. Tu me l'accordes, celui-là? Ouais. Très bien. Bob Cousy. Bah, tu vois, alors là, on rentre dans des trucs de génération où Ouais, je c'est pense qu'il compliqué. n'aurait pas pu défendre sur moi, mais D'accord. il était lent, tu vois. Mais Ils sont en converse. je te l'accorde parce que je respecte l'histoire des Boston Celtics. D'accord. Walt Frazier. Faut jouer en converse aussi. Qui? Walt Frazier. Walt Frazier? Je te l'accorde aussi, l'histoire. J'aime bien Walt Frazier. J'allais dire Gary Payton, mais tu vas me dire que je l'ai défoncé, donc je ne vais pas le dire. Bah, je te dis non. Voilà. Tiny Archibald. Qui? Alors, Tiny Archibald. Moi, les joueurs de l'histoire, je te laisse. Je te les donne. Ok, bon, tu m'as gratté 3 noms, donc tu es 12e. Voilà. Ça fait... Ah, il y en a 12 déjà là? C'est tout?
Bah ouais, mais il m'a siphonné des Chris Paul et des machins. Donc, il a Mais remonté le classement. comment tu veux que moi, en tant que joueur, j'accepte des joueurs qui ont Mais, moins mais, de t'as- titres mais, que moi, mais qui ont t'as même pas raison. fait de finale Mais et t'as que raison. T'as raison. impossible. Impossible. T'as raison. Toi, Thomas, tu le mets combien, Tony? J'aimais bien. Alors, Thomas, Pardon, pardon. mais le troisième, parce qu'il va te demander tous les mecs devant. Mais Thomas, tu le mets combien à partir du moment où il est plus cramé, hein? Ah ouais, bah si j'enlève la saison de Charlotte, si j'enlève la saison de Charlotte, il est entre 9e et 12e. Et avec Charlotte, il est déjà 17e. Parce que ça ne peut pas le faire. Ils l'ont mis à la retraite au mois de mars. Mais... Ouais, j'ai reçu une petite note vocale aussi de Popovic. Il m'a dit la même chose. Il ne croyait plus. Hein. Il a dit Par contre, j'ai l'impression que Borrego, sa spécialité, c'est de mettre le joueur à la retraite. Non, comment ça se passe? Les joueurs français. Les joueurs français, ouais. Il n'aime pas la France. Il a dû faire des vacances un été en France. Il y a une Française, il lui a brisé le cœur à ce bâtard. Il a gratté. Allez, vas-y, envoie-moi des quiz là. En tout cas, les gars, quand j'avais commencé le basket à Fécamp, si on avait eu une discussion dans ma vie où vous me considérez dans même le top 25 des meneurs de l'histoire de la NBA, et bah, franchement, c'est un honneur, les gars. Et d'avoir un petit Frenchie où je me suis bien battu pour notre pays et essayer de montrer aux Américains que le basket français, on savait jouer au basket et ouvrir la porte pour des Nico, des Rudy, des Evan. Et j'espère que ça va continuer pour la France. Et bah, franchement, j'ai rempli ma mission, les gars. Bravo, Tipeee. Bravo. Moi, quand je fais des discours comme ça, personne n'y croit. Toi, ça marche, ça me saoule. Tipeee, est-ce que t'es chaud pour un petit quiz? On m'a dit que t'aimais bien les petits quiz. T'es chaud ou pas? Vas-y, parce qu'il me reste 9% de batterie. Allez, vas-y. D'accord. On part sur des qui suis-je. Donc, je vous fais la biographie d'un mec et vous devez me trouver le joueur. Là, c'est du quiz. Nico, prépare-toi parce que c'est du quiz de professionnel, de très, très haut niveau. Vas-y. Alors, le premier, je suis né le 16 juin 1975 à Milwaukee. Je fais 1m85 pour 86 kg. Je suis donc meneur de jeu, mais pas vraiment un artiste de ce sport. Je fais 2 facs NCAA. Je vous donne juste la deuxième parce que la première est insignifiante. La deuxième, c'est Hawaï. Je ne suis pas drafté. Hawaï. Je commence le monde pro en CBA, l'ancêtre de la G-League. Raphaël Alston. Non. Pour ensuite jouer 4 ans du côté de Miami de 1999 à 2003. J'aurais dû faire une 5e saison. Williams, pas Jason Williams? Non. J'aurais dû faire une 5e saison en Floride, mais mon abruti d'agent a oublié d'activer ma player option à 4 millions avant le 30 juin. Bref, je pars à San Antonio, mais je joue 5 matchs. Je suis blessé. Je vais à Minnesota où je fais 2 saisons transparentes. Gary Neal. Non. Je fais un passage en Italie en 2007, mais je suis rapatrié par Denver où les 4 saisons suivantes vont être le pic de ma carrière. Earl Boykins. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Oui. Putain. Je suis quasiment tout le temps titulaire ma première saison avec Anthony Carter. Bravo. En fait, ce qui m'a perturbé, c'est collège. Il était à Hawaï en collège. Ouais. Ah ouais. La belle vie, hein. Bravo. Anthony Carter. Bravo. Anthony Carter. Bravo. Un point pour Nico. On enchaîne. Il y a combien de questions? Parce que c'est l'heure de manger ici, les enfants, je les entends crier là. Combien de il reste il y a 2 qui suis-je et une énumération. Dans 10 minutes, c'est fini. 10 minutes, c'est beau ou pas? Laisse-moi engueuler. Allez. Les macarons ou pas? Non, pas de macarons aujourd'hui. Allez, on est parti. Alors moi, mes amis de la First Team, je suis plus jeune que Anthony. Je pourrais même encore jouer d'ailleurs puisque j'ai 36 ans. Je fais 2,8 m pour 102 kg. Autant dire, je ne suis pas une brute épaisse. Je fais 4 ans à Marquette, une fac plutôt sympa. Ma première année correspond à la dernière année de la légende du campus, D. Wade. Novak. Steve Novak, il est chaud. Nice, Nico. Bravo. Il est chaud, Nico. Allez, chaud. le dernier. Moi, je suis né en 1983 à Newark. Je mesure 1m93 pour 99 kg. Je suis un meneur très costaud. Je fais une grosse carrière NCAA du côté de Villanova pendant 4 ans, dont 2 avec Bouboule Kyle Lowry comme coéquipier. Oh, Randy Foy.
Randy Foy, Oh 3-0. ouais. Oh. Ah, le bâtard. Bravo. Bien joué, Nico. J'ai la haine. Ah, bravo. Ah, bravo. Bravo. Et on termine Ouais, par bravo. une petite énumération. Chacun Nico, votre tour. il est trop fort parce qu'il sait que je dois y aller. Merci, Nico. Pas engueuler, moi, j'ai fait engueuler. Citez-moi tous les Européens qui sont au Hall of Fame américain. On commence par Tipeee. Wow. Européen ou international? Européen. Européen. Vlade Divac. Il y en a 10. Vlade Divac. Nico. Sabonis. Sabonis, c'est bon. Thomas. Petrovic. Petrovic, c'est bon. Erwan. Kukoc. Justement, Tony Kukoc, c'est la grande polémique. C'est la grande polémique du moment qui ne comprend pas pourquoi il n'y est pas. Éliminé. Tipeee. J'ai envie de tout casser. Wow. Il y en a beaucoup, moi. Marciulonis. Bravo. Sharonas Il est Marciulonis. au Hall mais pas c'est Kukoc. bon. Ouais, exactement. Ah, vas-y, c'est de la merde ton jeu. Nico. Merde, un Européen. Il reste 5. Vous avez fait la moitié. 5. Non, on n'en a fait que 4. D'accord. Excuse-moi. Sabonis, Sharunas, Vlade Divac et il a dit Drazen Petrovic. Exact. On n'a fait que 4. Ce serait bien que tu suives ton propre jeu, Steve. Ça va se payer. Ça va se payer sur le terrain de Flushing Meadow, sur le central. Ça. Nico, 5 secondes, Nico. 5, 4, 3. Raja. Dino Radja, c'est bon. Oh. Tipeee. Erwan, Thomas, pardon. Schrems. Declan Schrems, élimination. Tipeee. Non, c'est Erwan. Je suis Il est éliminé. Il est éliminé. Ah, pardon. C'est plus dur, là, je vous le dis tout de suite. Volkov. Alexander Volkov. Ouais. Incroyable. Il n'y est pas. Il n'y est pas. C'est éliminé. Oh non. Éliminé. Oh non. J'ai halluciné, là. Nico, tu as un nom? Non, Européen. Il doit y avoir Ils ont un grand pivot russe. Ah, là. mais tu sais quoi, je suis bête. J'en ai un autre là, mais ouais. It's too late, my friend. Ouais, je sais. C'est qui, alors? Vas-y. 5 secondes, Nico. T'en as un, Nico? Sinon, j'en ai un autre, moi. Non, j'ai pas, j'ai plus. Vas-y, Tipeee. Danilovic. Pedrag Danilovic? Ouais. Non, il n'y est pas. Non. Il y est pas de Miami? Putain. Qu'est-ce Non. qu'il régalait, lui? Il restait Sergei Belov, un russe à l'ancienne. Ouais. Krasimir Kozic, un croate à l'ancienne aussi. Drazen Daligapic, un bosnien. Et le dernier nom le plus connu, c'était Nick Galis. Ouais, Ah ouais. Nigalis. Le C'est un grec. Américain. Bah ouais, mais Il est grec, ouais, il joue avec la Grèce. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Non, il est grec, il est grec. Il est grec. Il est né aux États-Unis. Et gros, Non, il est international grec depuis tout le temps. Il est rentré en tant que grec. Il s'est fait naturaliser. Les... tu racontes quoi? Écoute, c'est vraiment de la merde ton jeu. Je me suis dégoûté. Bon, allez, Tipeee, va. Merci Il à va falloir tous. faire à manger. Merci, C'était Tony. cool. Merci beaucoup. Merci les amis, merci pour Merci les l'invite. gars, c'était cool. Très Courage à bientôt. tous. C'était cool, hein. Ciao, ciao. Merci Merci beaucoup. Salut. Ciao.